Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, on va passer un chouette moment ensemble. Déjà, on a passé des chouettes moments hier ensemble aussi, évidemment. Mais aujourd'hui, on va passer encore un plus chouette moment parce que je suis pas tout seul, je suis accompagné de Léandre. Salut Léandre. Et salutations et bonjour à tous. Déjà, Ouais, content d'être déjà. ici. Ben oui, en tout cas, d'être ici à distance avec nous. Par la pensée. Attention, il y a déjà des images qui vont commencer à afficher. Waouh, la belle Alors, image de notre ami Léandre, hein. je Ok. je vais pouvoir la reproduire plus tard. OK, d'accord. Attention, ne faites pas ça chez vous, Vous ça va avez être pas fait vu par un l'image, professionnel. rassurez-vous, vous avez pas vu l'image, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas le même retour, donc nous on anticipe des trucs. Mais du coup, voilà. Salut Cléonis, salut Léandre de la part de San Lafi, salut à toi. C'est super cool que tu viennes dans tous les lives, San Lafi. Et je pense que tu seras même là dans les lives tantôt, donc ça c'est vraiment cool. Bonjour, installez-vous, prenez votre petit café peut-être, et nous allons parler de transmédia aujourd'hui. Quand même, un petit peu Ouais, Léandre, n'est-ce pas? carrément. À fond les ballons. Euh, Léandre, il a tout préparé, hein, il faut savoir ça. Mais comme ça, vous avez le Carrément. programme, hein. Vous avez le programme, et ces conférences, ces débats, ces discussions avec vous aussi dans le chat. Donc, si vous êtes là, franchement, c'est pas compliqué. Si vous êtes sur votre téléphone, vous préparez à écrire. Si vous êtes sur votre PC, vous préparez vos doigts sur le clavier, histoire d'intervenir dans le chat et de nous poser des questions, de réagir à ce qu'on dit, parce qu'on va peut-être dire des choses qui sont peut-être pas en accord avec vous, ou peut-être des choses qui sont pas du tout bonnes. Ce sera l'occasion de nous dire qu'on a tort. Parce qu'on est là pour ça aussi, en tout cas interagir avec vous. Ça c'est le programme de cette matinée, on passe une heure et demie ensemble, tranquillou pépouze, on parle, on va parler avec Léandre, on va discuter avec lui et surtout il va bientôt commencer par se présenter, parce que Ouais. vous ne le connaissez peut-être pas, moi je le connais, hein, le Coco, mais peut-être que vous le connaissez pas. Alors du Le coup, ce sera coco. intéressant de s'intéresser avec lui. Ouais, le Coco, aujourd'hui tu seras mon Coco. Chaque fois, je vais changer. C'est moi à l'occasion aussi, je sais que j'embête le monde avec ça, mais j'aime bien le dire, hein, mais de nous suivre sur la page Facebook, le compte Instagram, le YouTube, le Twitch, sur Tipeee. Vous avez 1 milliard d'endroits où vous pouvez nous suivre, donc vous pouvez toujours nous retrouver. Vous avez plein d'informations. Et même si là, on est en online, il y a aussi un Bruxelles Game Festival on tour physique qui est en ce moment même en train de se dérouler. Alors normalement à 11 h, c'est plutôt le moment où les gens ils commencent à se réveiller tranquillou. Mais il y a quand même un programme, il y a différentes choses qui sont organisées au fur et à mesure de la journée, et les liens sont dans la description. Donc vous avez tout pour pouvoir vous y retrouver. Revenons à nos moutons. Bonjour, rebonjour Léandre. C'est pas Peux-tu le mouton. peut-être te présenter en tant que personne humaine? Qui es-tu? De personne humaine, mais carrément. Je m'appelle Léandre Proust. J'habite en France, en Loire-Atlantique. Mhm. J'ai femme et enfant en double. Une seule femme et 2 enfants, calmez-vous. T'as 2 femmes 2 et 2 enfants. enfants, Ça commence bien. 2 2 enfants en bas âge, Ouais. hem, 1 et 5 ans et puis avec ma compagne, on est, plus que compagnons de vie parce qu'on est aussi collègues. On Ah travaille ouais. ensemble. Et ça va, c'est pas Ça, trop c'est dur? sur le plan personnel. Ouais. Dans le cadre du travail, ça va, mais c'est le plus dur, c'est la frontière entre les 2 en vrai. Parce que, Oui. heu, parce que quand on travaille de la maison avec, sa compagne, on sait jamais si c'est professionnel ou personnel. Et quand les 2 se mêlent, en général, ça peut être compliqué. Il peut y avoir des complications. Vous avez pas un mot, un nom de code ou quoi pour que vous vous compreniez? Genre pour dire, chèvre, ça c'est Ouais. voilà, là, on est en travail et dès qu'on dit mouton, on retombe dans la vie professionnelle, dans la Ah vie ouais. personnelle. Ça pourrait Là, être on pas n'a pas mal de en nom, on n'a vrai. pas Un de nom. concept à développer là. Non, en vrai, il y a pas. Il y a pas et c'est vrai qu'il faut se fixer des limites quand même, mais on s'en fout un peu. OK. Oui, j'imagine Ça, bien. c'est sur le plan personnel purement. Ouais. Après, est-ce que tu veux que je me présente de façon plus, professionnelle? C'est-à-dire, ce que j'ai on va dire les grandes lignes de mon parcours, dans le secteur du jeu? Si tu veux, je peux Ouais, même faire les j'hésite. questions-réponses, hein. Je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que bon, tu sais, on est dans une émission Just Talking, on n'est pas là pour parler de jeux de société, hein. C'est vrai, à un moment donné, À un bon moment alors donné, faut pas j'ai une diverger du grand-mère peu. qui a 86 ans, elle habite, dans le Loiret. Ouais, bon, vous avez compris, on s'entend très bien avec Léon, donc préparez-vous parce que toute la matinée, ça va être comme ça, hein. Mais donc, oui, Ouais, Léon, pourrais-tu peut-être te présenter au niveau du monde ludique? OK. Alors j'ai pris des notes parce que je me suis dit: «Je vais oublier des trucs», mais je vais essayer d'être concis, pour pas que ce Tu sais, on soit a 1 heure, pénible. on a le temps, hein. Ouais, mais l'idée, ça va être de se présenter en, ouais, 5 minutes max Mhm. et puis derrière de parler quand même du sujet qu'est le transmédia,
Ou alors, sinon, on peut changer le sujet et dire que le transmédia, on fait l'intro rapide et on parle pendant 1 heure de moi. Mais Ouais, les ça deux peut me être pas vont mal très aussi. Qu'est-ce que vous voulez dans le chat? Dites-nous, qu'est-ce que vous préférez? On verra s'il y a des gens dans le chat qui vont réagir. Mais oui, vas-y, présente-toi un petit peu. Bah, 5-6 minutes, bien. c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, on va essayer de faire bref. Alors, moi, j'ai commencé dans le secteur du jeu de société professionnellement parlant il y a un peu plus de 10 ans. C'était en 2010. J'ai commencé par la vente de cartes Magic sous forme de booster repack. Donc, j'avais créé un site où je reconfectionnais des cartes. J'avais racheté des cartes à Magic Corp sur la boutique sur Paris à Parkage en masse. Et puis j'avais reconfectionné des boosters d'ancienne édition et je les revendais sur le web. Ça, c'était ma toute première expérience en tant qu'auto-entrepreneur. Donc assez éloigné du jeu de société, mais déjà en fait un pas dans le monde du jeu. Ça a duré 2 ans, un truc comme ça. Et puis c'était une activité que je faisais à côté de mon job alimentaire, on va dire. C'était voilà, un complément de revenu, mais plus En je faisais ça plus. plus par passion en fait. Voilà, c'était et puis finalement le jeu enfin ça m'a fait rentrer un pied dans le monde du jeu. Et puis j'en avais marre de mon job alimentaire et j'ai basculé directement vers un métier du monde du jeu, qui est ludothécaire. J'ai postulé à la ludothèque d'Issy les Moulineaux et j'ai été pris pour un CDD de remplacement. C'était, je sais plus, 6 ou 8 mois, un truc comme ça, que Mhm. j'ai fait. Ça s'est super bien passé. Et puis j'ai décidé de me former carrément au métier de ludothécaire. Donc je suis parti pendant 1 an à Bordeaux pour me former. C'était grave, grave chouette. Franchement, une année géniale. C'était en 2012, je crois, un truc Et comme il y ça. a Début fort, fort 2013. longtemps. Ouais, il y a fort longtemps déjà. Bah ouais, en vrai, ça fait déjà 8 ans, je crois. Ah Minimum ouais. 8 ans, donc ouais, ça remonte. Et puis bref, formation bibliothécaire sur 1 an, et puis ensuite j'ai exercé à Carbon-Blanc en périphérie de Bordeaux, le métier de bibliothécaire pendant 2 ans, quelque chose comme ça. Puis je suis passé par du barrageux, par de la boutique. J'ai pas mal papillonné en fait pendant ces 10 ans d'expérience ludique. J'ai un peu touché à, genre, pas tout, pas toutes les casquettes, mais pas mal. J'ai fait donc barrageux, boutique, ludothécaire. J'ai fait du Twitch, du YouTube, Oh. sur du streaming de Hearthstone notamment. Mais ça, c'est Ouais. plus par passion. J'ai développé des sites qui servaient par exemple les auteurs avec Fabrique Ludique. On est plus sur un projet presque bénévole parce que c'est pas un projet professionnel. C'était un site qui permettait aux auteurs de venir d'avoir une vitrine en fait pour leurs prototypes, pour pouvoir mettre des images, les règles en jeu, les print and play, de pouvoir discuter entre eux, d'avoir un espace de mini-blog. Ça s'appelait Fabrique Ludique, ça regroupait un peu plus d'une centaine d'auteurs. Et ouais, c'était chouette, une belle aventure ça aussi. Mais en fait, j'ai fait pas mal de petits projets comme ça, pas forcément professionnels, mais des envies d'innover, des envies d'expérimenter des, des projets qui me Mm. bottaient. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait pas mal de festivals aussi, beaucoup, beaucoup. En tant qu'auteur, parce que j'avais pas mal de prototypes à montrer. Et puis en tant qu'éditeur, parce que j'ai bossé pour Lucky Duck Games pendant 2 ans. D'abord comme responsable événementiel, et puis dans un second temps comme responsable francophone. Donc là, je gérais tout, communication en francophonie, communication événementielle, localisation des jeux, suivi des traductions, préparation des campagnes de, sur Kickstarter, sur la version francophone. Bref. Lucky Duck Games qu'on a eu hier, qu'on Ouais, a exactement. Ouais. Là, il y a acquis. Guillaume qui est passé hier sur l'antenne. Ok. Donc Guillaume, il a pris en gros l'aspect communication Mhm. chez Lucky Duck Games. Donc en fait, il est arrivé à peu près quand moi je suis parti, c'est-à-dire fin 2020, un truc comme ça. Ok. Fin 2020. Donc voilà, plein de petits projets. Je vais pas tous les énumérer parce que c'est un petit Oh, peu c'est déjà pénible. pas mal, hein, attention. Et là récemment, dans cette bulle de 10 ans d'expérimentation ludique, j'ai aussi créé beaucoup de jeux de société, au moins une centaine de prototypes, facile. J'en ai édité certains en auto-édition. J'ai commencé en 2015 avec Tower Defense, le tout premier Yes. qui tenait sur une seule carte. C'était Ouais. le projet. C'était vraiment. Moi, je suis un créatif, un auteur créatif uniquement quand j'ai une contrainte de matériel qui est très forte. Mhm. Et je m'inspire beaucoup du jeu vidéo. Donc là, On est dans le le Tower thème. Defense. Ouais, grave. Le Tower Defense, c'est quelque chose qui m'a été inspiré par Warcraft 3. Il y avait des Mhm. mods à l'époque sur le jeu vidéo Warcraft 3 et qui m'a fait découvrir les Tower Defense. Je m'en suis inspiré et j'ai créé un jeu de cartes, un jeu d'une carte sur ce concept-là.
Et tu Ouais, peux non, expliquer on un est peu le carrément dans le principe thème. peut-être du jeu? Parce que bah, on est quand même Ouais, dans le thème du transmédia, donc je trouve que là, oui, c'est un carrément. premier bon exemple. Ouais, alors après je continuerai sur la suite, j'ai encore quelques trucs à dire sur le côté pro, mais on peut faire une petite parenthèse sur Tower Defense qui est effectivement dans le thème. On est sur le Tower Defense, le principe c'est qu'il y a des vagues successives et de plus en plus intenses des hordes de monstres qui déferlent sur un chemin en général, et Ouais. sur le long de ce chemin-là, on va pouvoir construire des tours ou des forts, enfin des bâtiments défensifs, et le but étant d'annihiler la progression des monstres afin qu'ils n'atteignent pas on va dire, en général, c'est un château ou c'est la base, votre base, et il y a un système de positionnement de tours, il y a un système où on va pouvoir faire évoluer les tours pour être de plus en plus fort, et plus on tue de monstres, plus on récupère en général de ressources qui permettent de s'améliorer, et il y a une sensation de progression et de tension croissante dans un tower defense. Voilà, grosso modo, un tower defense, c'est ça. Et quand j'ai essayé de le retranscrire en jeu minimaliste, donc sur une seule carte, et ben, j'ai conservé le même principe, un itinéraire, il y a un chemin. Je sais pas si, je suis pas sur le retour là actuellement, mais si, parfait. La régie, elle cartonne. Merci Nico. Donc là, il y a un chemin qui mène à un château, Ouais. et c'est un jeu asymétrique. Il y a un joueur qui incarne euh, l'assaillant, on va dire, qui va contrôler les hordes et qui va les faire déferler vers le château. Et puis il y a un défenseur qui doit préserver son château à tout prix. Mhm. Le jeu, il se joue uniquement avec une carte et des pièces de monnaie. Et les pièces de monnaie, elles servent aussi bien de dés, c'est-à-dire qu'on va les lancer, les plaquer contre la table, et en fonction des faces piles qu'il y aura, on va pouvoir les associer pour se défendre. Et même principe pour l'attaque, on va pouvoir réaliser des combinaisons avec les faces piles pour déplacer ces monstres. Et les monstres sont aussi représentés par des pièces. Et les valeurs des pièces sont aussi les points de vie que les monstres ont. Donc tout tourne autour des pièces. Mhm. Et la carte, en fait, est juste on va dire un support qui permet de déterminer un plateau. Mais en vrai, ça peut jouer avec une feuille de papier, mais il faut juste Et des les pièces signes de monnaie, en visuels, les fait. petits ronds et le petit parcours, hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu dessines, il y a combien? Il y a 12, je crois qu'il y a 12 cases, ouais, c'est ça. 12 cases et, avec le château, et tu Ouais. fais le petit parcours, et bonjour, bonsoir. Tu as les règles qui sont. Ah oui, particularité que j'ai aussi, c'est que tous mes jeux sont édités, sont en print and play et gratuits, accessibles. Donc tu pouvais sur les ma trouver. page, sur ma page Tipeee, qui est actuellement juste une page on va dire, de référencement pour mes jeux. Tous les jeux sont disponibles, vous pouvez les télécharger les règles, tout ça. Ok. Petit instant pub. Non, mais c'est bien parce que ce que tu ne sais pas, c'est que dans le chat, on a une régie tellement bien que boum, il y a le lien Tipeee qui vient d'apparaître, quoi, direct. Ah bon? Je le vois pas, moi. Mais non, tu peux pas le voir dans le chat. Ça Ah oui, rigole plus, toi. sur le chat. Ah oui, putain. Sur le Moi, je chat. suis à l'ouest. Ah oui, sur le chat, ok. Il y a San Bon, Lafay qui dit que t'as des idées originales. Ben franchement, San Lafay, installe-toi confortablement, t'es pas prêt. t'es pas prêt. T'es pas prêt. Donc ça, c'était mon tout premier jeu édité, mais j'en ai édité d'autres. Une petite collection en bois qui a fait que 2 numéros. Zone et Mhm. disque, qui joue avec des palets. Mhm. On va pas revenir dessus parce que c'était vraiment une micro-édition, c'était 250 et 250 exemplaires. Là, Ouais. pour Tower Defense, en l'occurrence, le format était très particulier pour l'époque. Il n'y avait pas de jeu, en France en tout cas, qui se vendait et qui était composé que d'une seule carte. Le Ouais. jeu était vendu 3 euros et on a écoulé près de 4000 exemplaires. Ah oui, quand même. Donc c'était pas mal, hein. On était assez satisfaits. On avait fait un Ça, pour concours une carte, quoi, participatif. quand même, tu les as bien arnaqués, hein. Et c'est là où moi j'ai toujours défendu un point de vue qui n'est pas partagé par tous, notamment par les joueurs consommateurs, c'est vendre un jeu. Aujourd'hui, un jeu, ça se vend par rapport à une taille de boîte et par rapport au matériel essentiellement. Mhm. Moi, dans ce jeu-là, si je devais vendre le jeu Tower Defense par rapport au poids du matériel, je le vendrais 10 centimes, 15 Voilà. centimes. Voilà. Il y a tout le travail Seulement, de et création derrière. seulement, il y a un travail de création, il y a un travail de développement, il y a un travail en festival pour tester, il y a beaucoup de communication, enfin, il y a un travail d'édition en fait. Le travail d'édition en termes de rédaction de règles, en termes de mise en page des règles, comme un vrai jeu, tout petit, c'est vrai, mais un vrai jeu quand même. Et du coup, on peut pas se permettre de le vendre aussi peu cher. On peut pas le vendre 20 centimes parce que là, c'est du bénévolat à ce Oui. niveau-là. Parce qu'en fait, il faut valoriser. Si tu le vends 20 centimes, tu valorises pas le travail de l'auteur et d'illustrateur au passage aussi, qui était mon frère sur ce projet-là. On avait fait Tiens ça en donc. duo. C'était Tiens donc, on en reparlera.
Alors ça, c'était parce que j'ai deux frères et j'ai travaillé avec les deux. Ça, c'était le Le Camille premier. Proust qui avait fait les illustrations. Ouais. Ok. Voilà pour Tower Defense rapidement. Donc premier projet que j'ai fait en édition, en tout cas, c'était un jeu issu du jeu vidéo. Enfin, Ouais. les mécaniques prises d'un jeu vidéo. Je voulais rebondir plutôt sur, là je vous ai fait un petit peu un bref passage sur ce que j'ai fait ces 10 dernières années, mais peut-être un focus plus récent sur ce que je fais maintenant. Ouais. Maintenant, en fait, j'ai créé ma société avec ma compagne l'année dernière. Quand j'ai quitté Lucky Duck, j'ai créé ma société qui s'appelle Gram Édition. Mhm. Et on a deux activités actuellement. On édite le Filimag. Le Filimag, c'est le magazine Ouais. qu'on retrouve dans les commandes de Philibert, qui est un magazine gratuit, qui est Mhm. imprimé à 16 000 exemplaires mensuellement, et qu'on retrouve, ouais, Gram Édition, voilà, le petit logo qui va bien, nickel la régie, euh, et qu'on retrouve dans les commandes de Philibert. Donc ça, c'est un truc qu'on fait mensuellement, c'est un magazine qui fait entre 68 et 100 pages par mois. Ça, c'était le tout premier qu'on a fait en juin 2020, Ouais, avec Cosmopolite en, en couve, ouais. en couve et qui est un jeu dont nous avons pas mal parlé. On vient de sortir une vidéo, Ouais. si vous l'avez pas vue hier, tirez à la voir. Il y a une vidéo un peu humoristique avec des bénévoles autour de Cosmopolite. Je vais pas en C'est dire un, plus parce que sinon je spoil. c'est un replay sur Twitch ou sur YouTube? Sur YouTube, elle est Sur disponible et YouTube. sur les réseaux sociaux, hein. Tu peux la retrouver Ok. assez facilement. Tire à voir, pas mal, Ça elle est marche. pas mal du tout. J'ai regardé ça. Et donc Filimag, voilà, on le fait tous les mois. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Je bosse avec ma compagne qui s'appelle Adeline, compagne et collègue. Et deuxième activité de Gram Édition, c'est l'édition de jeux de société, plutôt axé jeux de cartes d'ailleurs, jeux de cartes minimalistes. Et le premier projet qu'on a porté, c'était Clash of Decks, avec un S. Avec un S. Euh, Parce que le jeu s'appelait Clash of Decks sans S, Ouais. et la communauté anglophone nous a fait comprendre qu'il fallait mieux mettre un S, sinon ça pouvait passer pour une faute. Salut Euh, Tom, bienvenue. Et j'ai vu Salafi qui disait juste avant par rapport à ce que tu disais sur la taille et le prix, au contraire, l'occupation de l'espace ainsi que le coût, les joueurs apprécient le fonctionnel et les boîtes bien pensées. Donc tout doucement, c'est vrai que de plus en plus de joueurs on est moins en attente qu'avant d'une grosse boîte qui était vide à l'intérieur. Et justement, si tu achètes une grosse boîte, tu vas espérer avoir beaucoup dedans. hmm, Ou inversement, si tu achètes une petite boîte, tu es tout content, tu la transportes partout. Toi, tu es plutôt ouais, du côté minimaliste hein, quand même, à dans ce que fond. tu as plutôt créé. Ouais, là c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Enfin, en fait, je pense que ça transparaît directement dès le premier projet. Mon premier projet d'édition, c'était un jeu qui était sur une carte. Mais effectivement, moi, ma spécialité, en tout cas ce que j'aime et ce qui me permet d'être créatif, c'est d'avoir une contrainte de matériel très forte. En l'occurrence, soit quelques cartes, soit je me dis, par exemple, je travaille sur l'engrenage, où là, je vais construire un jeu du thème de l'engrenage. Enfin, pas du Ouais. thème, parce que je pars pas souvent d'un thème, même jamais. Je pars plutôt, ouais, vraiment sur le côté matériel. Je pars d'abord sur le matériel, et ensuite, je vais avoir ce cadre de liberté, et je vais pouvoir créer un jeu dans ce cadre-là. Sinon, j'arrive pas. Sinon, si j'ai pas ce cadre, je j'arrive pas à produire un jeu correctement. Mais effectivement, plutôt team minimaliste, hein, à fond. Minimaliste. Ouais, non, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Attention, parce que le minimalisme n'empêche pas la profondeur stratégique ou la complexité, hein. C'est juste que Clairement. tu vas gérer plutôt sur des contraintes matérielles, parce que t'en as pas trop parlé, mais est-ce que tu allais venir sur ta collection Cut and Play? Ah oui, c'est vrai, mais voilà, ça faisait partie des 10 ans Moi, je veux bien que t'en Désolé. parles un petit peu parce qu'en soi, par rapport au transmédia, Ouais, enfin, carrément. je vais t'introduire un petit peu, mais moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Comme ça, vous découvrez comment moi j'ai connu Léandre. Donc, moi, j'ai connu Léandre grâce à sa collection Cut and Play parce que du coup, je vais parler pour toi. Du coup, c'est pas mal, tu Vas-y, vois. vas-y. Je prends Attention. mon café en attendant. Comme ça, tu peux boire ton café. Mais moi, t'es connu comme ça parce que bah, quelqu'un m'a envoyé un lien d'un gars sur Tipeee qui proposait un abonnement pour 3 euros par mois et tu recevais des jeux tous les mois, un nouveau jeu à pouvoir cut and play. Donc tu devais l'imprimer, découper un tout petit peu et tu pouvais jouer. Attention, il fait non. Alors, le principe du cut and play, initialement, il n'y a pas besoin d'imprimer. C'est-à-dire que les gens recevaient directement le C'est vrai. fascicule chez eux. Donc c'était déjà imprimé sur un carton épais de 250 grammages. Et il y avait juste à découper, donc cut and Cut play. Il n'y and avait pas play, de c'est ça. print and play. Ouais.
Et donc du coup, moi, je t'ai connu comme ça, et je me suis dit, purée, le gars quand même. Et c'est marrant parce que je le vois. Alors tu vas me dire, c'était peut-être ton premier, mais moi, je t'ai connu avec Échec. Ouais, c'est le tout premier. C'est le tout premier. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Ça, je savais pas que c'était le tout premier. Je me souviens pas que c'était le tout premier, mais moi, j'ai vraiment connu avec Échec. Je crois que j'en ai zappé un ou l'autre parce que j'ai pas soutenu tous les mois. Et puis après, je fais, attends, mais c'est vraiment cool. Et hop, je t'ai soutenu. Et ça, par rapport au transmédia, t'as quand même, enfin, des inspirations aussi, hein. Parce que quand tu regardes même là, juste les images, tu peux voir certaines inspirations du monde vidéoludique, hein. Carrément. Bah ouais, je peux en parler aussi. Donc Cut and Play, effectivement, je l'ai complètement zappé. J'étais sûr que j'allais oublier des trucs de toute façon dans la C'est pour présentation. ça que moi, j'ai le dossier à côté de moi, donc je repère. C'est gentil. Donc Cut and Play, c'est une collection de jeux minimalistes qui tiennent juste sur une feuille A5, donc la moitié d'une feuille A4, qui est déjà imprimée sur un papier épais à 250 grammes et qui a juste besoin de découper, et les règles sont disponibles uniquement sur la En ligne. page Tipeee. Il y a soit un QR code, soit une URL, et tout est voilà. Tout est Le prêt. jeu, on peut y accéder, soit on peut l'imprimer sur la page Tipeee gratuitement et le découper et prendre les règles, ou soit on pouvait à l'époque en fait s'abonner sur Tipeee pour 3 euros, et pour 3 euros, frais de port compris, vous receviez un exemplaire du jeu chez vous directement, la petite planche euh, Ça A5 joué. avec un nouveau jeu tous les mois. Ouais. Donc ça, c'était un peu un défi que je m'étais lancé en 2019, et tous les mois de 2019, j'ai fait un nouveau jeu. J'ai commencé en février, donc je crois que j'étais à 11, 10 ou 11 jeux, je sais plus. Mais bref, j'ai fait une collection, et la particularité aussi, c'est que ces jeux-là, ils étaient diffusés également dans les commandes de Philibert. Donc avant le Filimag, en fait, pour revenir un petit peu dans l'historique, ces jeux-là, ils étaient financés par un éditeur. Euh, C'était souvent Lucky Duck, mais il y a eu aussi Libellude, il y en a eu d'autres, qui imprimaient, en fait, je faisais imprimer une page de pub au dos du jeu Mhm. qui permettait de financer Le jeu en lui-même. l'impression des 20 000 exemplaires mensuels. Ces 20 000 exemplaires étaient envoyés à Philibert, et Philibert les diffusait dans les commandes. Donc Et c'est c'était génial parce que quand même, enfin, faut vous rendre compte, les gens dans le chat, que en fait, t'es quand même précurseur ou en tout cas innovateur de pas mal de choses, vraiment. Et je sais que t'as parfois un peu du mal à oser le dire, ou en tout cas à plus facile. Enfin, c'est toujours difficile parce que là, je te lance des fleurs, mais c'est pour de vrai. Quand même, il y a aucun gars sur Tipeee qui a proposé encore ça, même, enfin, tu vois, à l'heure actuelle, de dire, bah, let's go pour 3 euros, je vous envoie un jeu tous les mois. Vous avez juste à découper, vous pouvez jouer. Là, tu parles d'un autre concept, c'est que tu faisais imprimer une pub au dos, ce qui te permettait de le financer. C'était de l'autofinancement. C'était une époque où Kickstarter, tout ça, on connaissait même pas plus que ça, où ça allait seulement arriver au niveau occidental. Donc, t'as quand même amené des choses. Moi, ça m'a inspiré beaucoup et j'essaye de reprendre un peu certains flambeaux. Mais franchement, Mais tant mieux, hein. mais ouais, mais c'est cool d'avoir partagé ça parce que bon, c'était toujours l'objectif du partage dans le jeu de société. Et là, ben, tu rendais le jeu beaucoup plus accessible. Parce que pour 3 euros, enfin franchement, 3 euros, ça se trouve facilement quand même. Et tu peux plus facilement soutenir pour 3 euros, jouer un petit peu. Puis bah, moi, j'avais joué à échec, j'avais bien aimé, je m'étais amusé. C'est pas un jeu que tu rejoues 1000 fois non plus, hein. Mais tu sais, tu t'amuses un petit peu, tu te dis, bah voilà, c'est cool, ben let's go, au prochain mois, je vais aller voir ce qui m'a encore, qu'est-ce qu'il va m'inventer. Et comment En tu fait, faisais? il faut le voir plus comme des expériences. C'est pas un jeu où la rejouabilité va être très grande, dans la mesure où déjà où le matériel est assez cheap. On n'est pas sur du punchboard, on n'est pas sur de l'épaisseur, on n'est pas sur quelque chose qui va durer dans le temps. On est sur un jeu qu'on va pouvoir jouer quelques fois, mais après il va s'user vite parce qu'on est quand même sur juste du papier. Mais le principe, c'était de rendre le jeu de société, en tout cas, le plus accessible possible. Et le Ok, format papier à découper soi-même, une planche, en vrai, tu vois, imprimée à 20 000 exemplaires, ça coûte rien. ouais. Je crois, de mémoire, pour te donner les chiffres, ça coûtait environ, je crois que j'en avais pour 300, entre 300 et 350 euros pour imprimer les 20 000 exemplaires mensuels. Et Ouais. la Il pub, y a de la quantité aussi derrière, hein. Attention. ouais, il y a de la quantité. Et la pub, je crois que je la facturais 400 euros. Donc si Ouais. je retirais en gros les charges à la pub, j'étais auto-entrepreneur, en fait, ça permettait d'autofinancer l'impression mensuelle. Alors Mais ouais, en tout apparemment, on cas, a une j'ai question. grave kiffé. On a Hmm. une question de Fromage Blanc. Vas-y, follow le Fromage blanc. Blanc, à mon avis, tu vois déjà, hein, qui se demandait si tu aimais le Grand Marnier. On est totalement Et dans le thème.
Et je crois que Fro, il est sur une des photos, sur la photo de Lucky Duck, de Ah, mémoire, que j'ai mais du coup, on filée. va peut-être pouvoir l'afficher, la Je photo crois de que Lucky c'était Ducky. la... Tadam! Attends, est-ce qu'il est là? Tac, 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 tac. Ah oui, ouais, il est là. Ok, d'accord. Si, Donc il est si c'est sur bien la lui, photo. Comme ça, il aurait si été c'est affiché. si c'est bien lui, je crois qu'il est en train de tenir une boîte. Ah, ça va être compliqué de le retrouver, hein. Et ce qui est marrant, c'est que cette boîte-là, parce qu'on parle de transmédia, et moi je rebondis sur plein de choses que je vois, mais cette Vas-y, vas-y. boîte-là, est-ce que tu as bossé un peu dessus et que tu peux un peu en parler? Parce que je sais pas si on en a parlé hier de ce jeu-là, donc... Et, je sais pas s'ils ont. J'avoue que j'ai pas tout suivi hier de la discussion de Guillaume, mais alors moi quand je suis arrivé chez Lucky Duck Games, effectivement, je suis arrivé pile au moment où la campagne allait être lancée. Donc vraiment au tout début du projet, quoi. Le jeu était en phase de prototype. La première fois que j'ai rencontré Vincent, en physique, en dur, Vincent qui est tout à gauche de la photo, qui est le PDG qui a la bouche grande ouverte là tout à gauche. Ouais, C'est Vincent Bergonjean qui est PDG de Lucky Duck Games. Je l'ai rencontré là sur ce canne-là. C'était la première fois que je le voyais. Il m'avait recruté en tant qu'animateur. On voulait se voir pour savoir si on allait pouvoir travailler ensemble. Et il m'a présenté le prototype de Kingdom Rush que j'ai animé et expliqué pendant toute la durée du festival. Et ensuite, c'est le jeu que j'ai le plus présenté les mois suivants jusqu'au financement participatif qui a eu lieu en avril ou en mai de cette même année. Et donc moi, je suis arrivé en fait au début du projet. J'ai vécu la campagne Kickstarter de l'intérieur, j'ai vécu la com en festival. Après, en termes de développement, il y avait des auteurs qui étaient déjà dessus et il y avait des testeurs au sein de l'équipe, mais moi, je faisais plus. la J'étais pas présentation. imbriqué dans le développement du jeu. J'étais Ouais, et pour... imbriqué plutôt dans la communication au niveau francophone. Ouais, je vais resituer quand même un tout petit peu Kingdom Rush au cas où vous ne Ouais. connaîtriez pas. C'est de base un jeu. C'est vraiment à la base, c'est un jeu vidéo, même un jeu mobile. Un peu, on venait parler de Tower Defense, donc clairement, on fait des liens incroyables et des transitions complètement folles. Et C'est j'aurai que une anecdote après. Ok, d'accord. Donc, mais du coup, Kingdom Rush, c'est vraiment un jeu de tower defense qui est ultra mondialement connu sur mobile et qui a été adapté au niveau de jeu de société. Donc, on parle de transmédia et c'est complètement là-dedans. Et c'est tout le thème de cette journée, c'est comment adapter. Ici, c'est plutôt avec Léandre et moi-même, on va plus parler du jeu vidéo, comment l'adapter, ou les inspirations, d'où est-ce qu'elles viennent et comment est-ce qu'on les adapte en jeu de société. Et donc là, on est encore une fois dans un exemple de transmédia et je veux écouter ton anecdote. Et en fait, la toute première fois que j'ai contacté Vincent, Mhm. c'était quelques mois auparavant parce que j'avais fait un proto Ok. de Kingdom Rush et je ne savais pas qu'il était sur un projet d'adaptation de Kingdom Rush. Et donc, moi, je lui ai présenté mon proto. Il n'a pas été retenu malheureusement, mais qui a donné un des jeux minimalistes de la collection Cut and Play, que Ok. j'ai affiné complètement, et qui est le jeu You Shall Not Pass, qu'on a vu tout à l'heure. Je crois qu'il est sur le On l'a visuel vu de Cut and précédemment. Play, le quatrième en partant de Le la quatrième. gauche. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc ça, c'est ma version minimaliste, en fait, de la vision que moi j'avais de l'adaptation de Kingdom Rush, jeu mobile, en jeu vidéo. En fait, j'ai recyclé mon idée qui était beaucoup plus vaste et beaucoup plus On a un truc un peu plus accessible. adapté à Kickstarter en quelque chose de vraiment concentré et accessible. Ok. Mais mécaniquement, ça reprend le même principe. Ouais. Et, du coup, c'est là en fait où j'ai rencontré Vincent pour la première fois de façon en distanciel. C'est quand je lui ai présenté le jeu, qui n'a pas été retenu malheureusement, mais ça m'a permis de créer un premier lien et ensuite de travailler pour, euh, Comme quoi. pour Lucky Duck Games. Et je vois dans le dossier photo, on va peut-être en parler un petit peu maintenant de Ludistories, peut-être? Un petit peu, un Ouais, petit mot on dessus. peut en parler, ça fait partie des projets d'expérimentation que j'ai fait ces 10 dernières années aussi, j'en ai pas parlé. Alors, Ludistories, c'est un festival virtuel Mhm. de jeux, comme si on était en festival, mais en virtuel. C'est-à-dire qu'il y a des animateurs qui sont présents sur chaque table, il y a des jeux dématérialisés. On s'assoit sur une chaise, on arrive sur une table, il y a des caméras, les micros qui sont branchés, on peut discuter. Vraiment, on essaie de retranscrire au mieux. Tu vois, on est encore sur cette adaptation. Moi, j'aime beaucoup adapter les choses et adapter un jeu vidéo en jeu de société. On est presque, on est presque sur le même principe d'adapter Un un festival. festival de jeux physique en festival de jeux virtuel. On essaie de retranscrire les mêmes sensations, les mêmes émotions, les choses qui nous paraissaient importantes. C'était notamment de pouvoir se voir, pouvoir discuter, pouvoir interagir avec des éléments et de simuler, on va dire, un festival. C'est pas du tout comme
comme du BGA ou des trucs qui sont très codés, on est sur une table libre. On est sur une table libre, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Ouais. Alors on nous Le demande dans principe le de chat, et on nous dit, tiens, il n'y a pas eu de Ludistory cette année-ci? Et effectivement, dans mes si, souvenirs, si. alors je vais y revenir rapidement. Ludistory, c'est un projet que moi j'ai initié, donc c'est moi j'ai eu juste l'idée de départ, mais Mm. ensuite j'ai été voir les personnes qui ont créé. Alors ça s'appelait comment avant? Je me souviens plus. Avant Ludistory, ça avait un nom en fait cette plateforme-là, mais je me souviens plus. C'est Pierre qui l'a créé. Et j'ai été le voir, je lui ai dit voilà, j'aimerais bien faire ce projet-là. Les festivals sont out depuis qu'il y a le Covid. Je parle de ça, j'ai eu l'idée en mars 2020, donc genre un mois, enfin vraiment pendant le moment du Covid, au tout début. Et on l'a mis en place et on a réussi à sortir une première édition au mois de juillet 2020. Ouais. On a réussi à fédérer 10 éditeurs, donc avec 10 nouveautés. Tu vois, Oltré par exemple, on pouvait y jouer en dématérialisé, alors que le jeu ne sort que là au mois d'octobre Oui, de c'est cette en année, donc avant-première. plus d'un an plus tard. Donc c'était assez fou d'avoir des jeux vraiment en avance. On avait des animateurs dédiés à chaque table, et l'idée c'était de reproduire un festival. Il y a eu, il y a eu du monde, c'est au mois de juillet, il y a eu du monde, mais pas autant que moi je l'espérais. Euh, j'ai pas donné suite parce que ça a demandé beaucoup de temps en Énormément communication, de en boulot, hein. travail de dématérialisation. Enfin, vraiment, ça a mobilisé des animateurs, tout ça. Moi, j'ai été un petit peu déçu de la fréquentation. Mm. Il y avait des tables qui tournaient en permanence, hein, mais tu vois, on pouvait accueillir jusqu'à 9 tables pour chaque jeu. À chaque fois, il y avait maximum 2 ou 3 tables, tu vois, qui tournaient. Alors, c'est déjà OK pour du numérique, mais moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un engouement plus fort dans la mesure où on était privé de festival depuis un moment. Mm. Mais en fait, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il faut déjà avoir un ordinateur par personne. Il faut installer, il faut faire les mises à jour. Il faut aimer aussi jouer à distance. Il faut être à l'aise avec ça. Moi, je comprends qu'il y ait plein de. Il y a des, De comment on appelle barrière, ça? hein. Des freins, des barrières au jeu en digital. Et c'est là Ouais. où BGA a su tirer son épingle du jeu sur le jeu en digital, l'adaptation des jeux de société en numérique, c'est que on est pas mal guidé en fait. Ouais. Tout est comme c'est du code, Automatisé, hein. on a moins l'impression d'être jeté vraiment dans le truc. Il y a Salafi qui dit que c'était compliqué en juillet pour lui, parce qu'il est en vadrouille et que le mois de juin, ça aurait été peut-être un peu plus facile pour lui. Et aussi la question de la date. Puis aussi, bon, faut savoir que Ludi Stories, ça continue à évoluer, parce que je peux en parler pour bien être au courant de ce qui se passe un petit peu actuellement Ouais, sur la plateforme. Mais aussi, il faut savoir que, bon, au niveau de la publicité, c'est une nouvelle plateforme, contrairement à Board Game Arena, Tabletopia ou Tabletop Simulator, qui sont connus, qui sont là depuis 10 ans pour certains d'entre eux. Ludistories, quand tu l'as lancé et qu'on a lancé le festival, moi j'ai fait une vidéo avec toi dessus et tout. mm, Ça, c'est un tout nouveau petit truc, donc c'est normal qu'en plus les gens ils connaissent même pas. Ils sont ouais. même pas habitués. Elle, Ouais, pardon. bah, en fait, ça se lance, donc il faut que ça prenne un petit peu, mais il y a un potentiel énorme, je pense, sur cette plateforme-là. Il me semble que c'est Cédric qui a repris un peu le flambeau. C'est pour ça que je suis Euh, bien au courant. ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah ah. Euh, comment c'est Meeple, Captain Meeple Meeple. Croisière, non? Captain Captain Meeple. Meeple. Donc Captain ouais, Meeple il qui a faut repris savoir le que la flambeau. plateforme, elle évolue. La digitalisation devient de plus en plus facile à faire parce que ben, ils ont développé, ils ont des animateurs. Et je ne peux pas dire quoi, mais il y a des trucs qui arrivent. Sachez-le, vraiment, pour le coup, il y a des choses qui se préparent parce qu'effectivement, je trouve aussi qu'il y avait apporter quelque chose de différent. Parce qu'on a Tabletopia, on a Tabletop Simulator, qui se rapproche plus quand même de Ludistories que de Board Game Arena. Mais D'accord. Ludistories a ajouté ce plus de webcam, festival, et tu te déplaces de table en table, et tu pouvais vraiment... en fait, tu cliques, là on voit les petits sièges, tu cliques sur le siège, tu arrives à la table, puis tu décliques sur le siège, et hop, c'est comme si tu te levais de la table, et tu accédais à une vue globale, et puis tu cliquais sur un autre endroit, tu pouvais aller écouter un peu ce que les gens racontent, et puis tu fais, oh, finalement, je m'assieds pas là, je vais ailleurs. Et il Ça y avait faisait un aussi. peu pour moi, ça me faisait penser un peu aux tables de poker. Quand tu joues sur PokerStar ou Winamax, pareil, tu t'assois sur une chaise, tu es autour d'une table, il y a un chat. Ça me faisait vraiment penser à ce principe-là, sauf qu'il y avait la cam et le micro en plus, Ouais, qui non, donnait vraiment vraiment, et c'est un complètement côté ça. interaction Et supplémentaire. donc, Ludistory, c'est aussi, tu sais, comme tu le dis très bien, le côté transmédia de adapter un festival, comment adapter un festival physique en un festival numérique, ça C'est en fait ça. partie. Et pour moi, c'est pour l'instant une des seules meilleures solutions qui a réussi à être réalisée. Il y a eu, pour un truc en anglais, en Angleterre, UK Expo, UK Games Expo, ils ont essayé de faire des choses avec Tabletopia.
Le gros problème, c'était justement ce côté accessibilité, dans le sens où tu allais sur Tabletopia, mais tu devais réserver pour aller à une table. Et il fallait t'inscrire à l'avance, et c'était pas facile de Ah, trouver c'est les mort. tables. Ici, il y avait le côté sympa, c'est que tu avais, dans mes souvenirs, on avait une table, enfin un salon d'accueil dans lequel tu avais un animateur, il était là, hello! Donc tu arrives, il y a quelqu'un qui est en train de te parler, qui te dit bonjour et qui te dit, bah tiens, t'as envie de jouer à quoi? Bon, bah, j'aimerais bien découvrir Oltré. Ah ben attends, ben je t'envoie sur la table, et puis je vais te présenter. Donc il y avait le côté, essayer de reproduire au maximum comme quand tu es en festival. C'est ça. Bah, en fait, les gens, tu vois, en fait, on s'est dit, si les gens sont en festival, il n'y avait pas d'animateur. Ils passent sur les allées, ils regardent un jeu assez intéressant. Il n'y a personne pour m'expliquer les règles, il n'y a personne pour m'accueillir. Je comprends même pas l'idée du jeu, personne pour me le présenter, le pitcher en 2 minutes. Donc, est-ce que ça, c'est un super gros frein en fait à l'accessibilité du jeu. Il fallait impérativement sur le projet qu'il y ait un animateur dédié à l'accueil qui puisse ensuite conseiller les joueurs et qu'ensuite il y ait un animateur qui prenne le relais sur l'explication du jeu et l'animation du jeu. Ok. Pour moi, c'est essentiel. Sinon, on allait faire jouer personne, c'est évident. Complètement. Et là, je vais te proposer une transition toute préparée, tu vas voir. Parce que du Ouh. coup, je vais, tu vas voir, je vais parler un peu, puis tu vas comprendre. Du coup, bah voilà, on a parlé un peu de toi, ton parcours professionnel, et on va parler tout doucement de ton nouveau parcours professionnel, parce qu'il y a eu une orientation qui a évolué. Et on va parler de Clash of Deck, qui est quand même un jeu de société qui est clairement adapté du jeu vidéo. Et pourquoi est-ce que je dis que je prépare une transition? C'est parce que le jeu Clash of Deck est le tout premier jeu à avoir été créé sur Ludistories et à avoir été modé dessus. Et moi, j'ai pu le tester. Et c'est comme ça, par exemple, pour la petite anecdote, que j'ai rencontré Cédric de Captain Meeple, que je ne le connaissais pas avant. Tu nous avais invité à une soirée test pour un peu chipoter avec la plateforme, avec Yannick aussi à l'époque. Ouais, exact. Et du coup, il nous avait invités. J'avais rencontré Captain Meeple et avec lui, ben maintenant, on a signé un jeu et on travaille ensemble. Donc, tu vois, comme quoi, le monde est incroyable et c'est super chouette. Et Clash of Deck, je l'avais testé là, alors qu'il existait déjà, il me semble, dans la version Tipeee. Est-ce que tu peux peut-être en parler un petit peu? Ouais, alors Clash of Deck, c'est un projet qui a succédé à la collection Cut and Play que j'avais fait sur Tipeee. Je Ouais. cherchais, au lieu de créer, en fait, j'avais plus le temps de créer un nouveau jeu tous les mois. Et j'ai essayé de voir comment est-ce que je pouvais faire pour continuer à sortir un jeu tous les mois, mais en fait, de plutôt faire un seul jeu que je pourrais décliner en plein d'extensions autonomes. Et j'ai créé Clash of Deck, qui est effectivement inspiré d'un jeu vidéo, je vais y revenir un peu plus tard. Mais sur le modèle économique, en tout cas, c'était la même chose que les Cut and Play, c'est-à-dire que pour 3 euros sur Tipeee, tous les mois, vous receviez une extension autonome du jeu. Donc tous les mois, en fait, j'avais pas besoin de refaire des nouvelles règles, de tester vraiment le concept d'un jeu. Je l'avais fait pour le numéro 1, et ensuite, c'était des extensions autonomes que je sortais avec des nouvelles compétences, nouvelles capacités spéciales, des nouvelles créatures. C'est un jeu d'affrontement, Clash of Deck, qui peut jouer en solo ou à deux. Alors ça c'est rigolo, je vais revenir juste après. C'est la toute première version du jeu de Clash of Deck, qui est inspiré, bon, je peux le dire maintenant, hein, c'est inspiré par Clash Royale. Donc on voit toutes les illustrations de Clash Royale, on voit le chevalier, les archères, la valkyrie, même les tours, c'est du Clash Royale. Mais là on était sur un jeu vraiment, un jeu de plateau. Donc Ouais. plateau vraiment très complexe, très lourd, trop lourd, qui n'a rien donné au final. Et je me suis servi on va dire, de la mécanique des cartes, les effets des cartes, point de vie, invocation, attaque, capacité spéciale, pour le réduire au minimum. Et au final, au lieu d'avoir un plateau complet, par exemple, maintenant il n'y a plus que 2 cartes-ponts qui permettent de séparer les royaumes. Et Et ça maintenant les représente joueurs, les lignes aussi, hein. voilà. Et maintenant, exactement. Et maintenant les joueurs n'ont plus que 9 cartes en main, alors qu'avant il y avait Oui. moult cartes. Vous avez compris Enfin, qu'on va parler c'était en long et en pratique. large de Clash of Deck, mais donc pour résumer ce que tu viens de dire, mais c'est que de base, il existait sur Tipeee. C'était Ah oui. comme le système de Cut and Play où en gros, eh ben, on payait 3 euros par mois et on avait le jeu qui était imprimé chez nous. Alors j'ai une version là chez moi. Ah On là, en parfait. parlera C'est bon, après, il hein. l'a mis. Il l'a mis. Il On l'a en mis en parlera visuel. après, mais oui, voilà, exactement cette version-là. Donc tu vois, tu avais ce petit fascicule-là, tu découpais, tu avais tes cartes, tu pouvais jouer. Mhm. Et tous les mois, tu pouvais avoir l'extension. Et déjà, juste là de base, en termes d'idées, bah encore quelque chose de novateur, je trouve. Parce que là, tu faisais évoluer ton modèle de cut and play tous les mois en a quelque chose, et en plus, enfin,
Là, moi, j'ai beaucoup plus été touché. Je suis complètement tombé dans le public cible parce que j'aime. C'est mon style de l'heroic fantasy, complètement. Les Jeu de illus sont cartes. excellentes, un peu rigolotes pour certaines. Donc c'était totalement plus pour moi que les précédentes versions, qui étaient peut-être plus à destination familiale. Ouais, Celui-ci aussi un peu l'être, mais disons que là, il y avait un peu un côté collection, carte à collectionner, et là, ah, c'est pour moi. c'est ça. En fait, c'était un. Le fascicule se présentait exactement de la même épaisseur qu'un jeu cut and play, sauf que là, il y avait 4 volets. Donc c'était 4 fois plus grand. Il y avait les cartes, il y avait l'introduction, la règle du jeu, l'aide de jeu. En fait, je voulais que vraiment il y ait tout compris. Ce qu'on m'avait reproché essentiellement sur cut and play, un des seuls bémols, c'était que les règles, on devait aller sur la page Tipeee pour les consulter, voir les imprimer, et que voilà, ça faisait pas un jeu tout en un. C'était une contrainte supplémentaire. Là, le principe, c'est que sur un volet, un feuillet de 4 volets, il y avait l'intégralité du jeu. Donc c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs et ensuite c'est passé aussi en mode solo. Pour l'instant c'est 1 et 2 joueurs et effectivement on est sur un jeu de cartes évolutif parce que on peut jouer juste avec un numéro en particulier, mais on peut aussi mélanger les cartes des différents numéros. Mm. Voilà, ça c'est l'ancienne version de Clash of Deck, il y a eu 7 numéros de mémoire, donc ça a tenu 7 mois, et puis ensuite j'ai vu l'intérêt que ça suscitait. Les ventes étaient pas. En fait, j'ai fait des ventes un petit peu sur Philibert. Le jeu était uniquement chez Philibert en vente et sur ma page Tipeee. Les ventes étaient pas ouf. Correctes, mais pas dingues. Et un des retours que j'ai eu le plus sur ce jeu, c'est dommage qu'on n'ait pas un vrai jeu de cartes. Ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir que, moi je le sais parce que je t'ai fait le reproche. Je le sais très bien, je fais partie des gens qui ont râlé. Mais c'était très bien, mais c'était par rapport à la contrainte, c'est que du coup, pour pouvoir imprimer ça, les cartes étaient en format plus petit. C'était des formats un Exactement. peu plus mini qui tenaient un peu moins en main. Et donc, une fois que tu Voilà. avais découpé, même quand tu plastifiais, bon, c'était quand même vachement bien, hein, quand même. Mais il y avait un peu ce côté-là purée, mais si je pouvais avoir une carte, la fameuse 63-88, la fameuse taille carte Magic standard, ah, je Mm. serais refait, quoi. Et donc de Ouais, là, là c'était du 41 par 63, donc c'était des cartes mini. hmm, Effectivement, à tenir en main, c'était pas l'idéal. Ça c'était ok. passait pour un petit jeu d'appoint. Mais voilà. On m'a souvent dit, ouais, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas un vrai jeu de cartes. Bon, ça m'a travaillé un petit peu. Et puis j'ai décidé de mettre fin à cette collection à découper soi-même. Ouais, Et tu nous j'ai avais fait une enchaîné annonce sur la horrible que vous n'avez peut-être pas connue, avec un titre putaclic comme ils les aiment. Clash of Deck est mort en Vive grand, Clash of Deck. en grand, en gras. Moi, je vois ça, je clique évidemment. Je me suis fait avoir, j'ai cliqué. Hein. T'avais réussi ton coup. Mais Bah, Clash of Deck n'était pas mort. non, c'est Clash of Deck est mort, vive Clash of Deck. Ouais, C'est-à-dire que c'était cette vraiment. version-là, en tout cas, était mort et j'ai planché sur une version vrai jeu de cartes. C'est un vrai jeu de cartes aussi, mais le format, on va dire, un format classique à découper, pas à découper, je veux dire dans son étui, tout bien, tout prêt, un jeu de cartes qu'on peut sortir immédiatement avec une longévité, une qualité supérieure, en termes de papier, en termes d'impression également. Donc Ouais. j'ai travaillé là-dessus et je l'ai proposé en Kickstarter une première fois. Une Et ouais. première fois où ça a été un échec flamboyant. Non, pas Et celui-là, du coup. pas celui-ci, mais Pas la je l'ai photo pas qu'on mis voit. je l'ai pas mis mais tu peux laisser ça, hein, Oui, c'est laisse ça là très parce bien. que justement on va pouvoir parler. C'est vrai que pour En le gros, premier Kickstarter, moi j'avais du coup, bah, je t'ai soutenu dès le départ, hein, avec du ouais, coup j'ai une version qui vaudra de l'argent plus tard, hein, une version collector hein, de ce Kickstarter qui a disparu. Attention que moi je resterai toujours convaincu que ton Kickstarter que tu avais proposé, donc le premier dont on est en train de parler, c'était pas un échec cuisant non plus, pas du tout. non, 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 Pas du tout, pas j'exagère un du peu. tout. Attention, attention, attention. C'est juste que, je suppose que tu vas le dire, mais je vais le dire avant toi, c'est qu'il ne te correspondait pas. C'est ça. En fait, j'ai voulu faire un Kickstarter en me mettant, heu, comment dire? En En mode faisant Kickstarter. quelque chose qui me correspondait, voilà, en correspondant aux normes de Kickstarter. C'est-à-dire avoir un jeu de base, avoir une version deluxe, les trucs de, on va dire voilà, le truc classique sur Kickstarter, avec un tarif de jeu de société lambda. Le problème, c'est que mon jeu, un peu connu en francophonie,
parce que Tipeee, parce que sur Philibert, etc., parce que j'ai pas mal de communiqué sur les réseaux qui m'étaient disponibles, mais n'est pas du tout connu à l'international. C'est là où ça a pêché, c'est que Kickstarter, c'est avant tout une plateforme internationale et la communication à l'étranger était limitée, très limitée, et donc j'ai eu beaucoup de francophones, mais les francophones ne suffisent pas malheureusement à faire une édition d'un jeu qu'on se veut ayant une portée internationale. Ouais. Et donc j'ai interrompu le financement. On était autour de 21 000 euros. L'objectif était de 25 000. Euh, donc on aurait pu y aller péniblement, je pense. Ça progressait tout doucement, mais l'objectif c'était pas de financer coûte que coûte, ras les pâquerettes. Et puis moi j'avais plus d'ambition pour le jeu que ça, en termes surtout de volume de joueurs. C'est un jeu que je veux diffuser le plus largement possible. Mm. Donc ça m'aurait embêté en fait qu'il soit édité vraiment à 1000 boîtes et puis qu'ensuite on n'en parle plus et puis basta. Donc j'ai préféré interrompre le financement, repenser mon projet et me dire moi qu'est-ce qui ferait que je pledge un jeu que je ne connais pas du tout. Ouais. Qu'est-ce qui aussi me correspond en termes de jeu, en termes de format. Et je me suis dit que j'ai toujours prôné un jeu accessible, donc très peu cher, avec les cut and play et les exemplaires de Clash of Deck en format à découper soi-même, c'est 3 euros. Mhm. Je me suis dit, je vais faire un truc qui me correspond, hein, donc un jeu minimaliste. Donc avant, j'avais proposé des boîtes vraiment pleines, avec plein de cartes dedans dans la première version du Kickstarter. Et la deuxième, je me suis dit, non, je vais faire comme j'ai toujours fait en fait. Je vais faire des mini paquets de 36 cartes. On peut jouer à un ou à deux, un paquet qui se suffit à lui-même, Ouais. euh, un truc vraiment optimisé en termes de poids, de taille, pour qu'au niveau des frais de port, ça coûte pas grand-chose. Un jeu très accessible, et tellement accessible qu'en fait, il était gratuit. Voilà. Il était Il gratuit, il y proposait avait à juste 0 2 euros. euros. Voilà, il y avait 2 euros de frais de port. Après, il y a des personnes qui m'ont donné plus, qui m'ont donné par exemple des pourboires un petit peu plus pour soutenir l'idée et la particularité du projet. Mais dans l'idée, c'était en gros 2 euros. Pour 2 euros de frais de port, tu recevais un jeu, Ouais. Et alors, un encore une exemplaire fois, du hein, jeu. on parle d'innovation. Moi, j'ai fait mes recherches, hein. Il n'y a jamais eu, à part toi, sur Kickstarter, vraiment, hein, jamais, jamais sur Kickstarter, qui est une plateforme ultra connue où il y a eu un nombre de jeux de société édités incroyables avec des sommes parfois folles à des 1 million, 10 millions d'euros de récoltés, etc. Il n'y avait jamais eu quelqu'un qui s'était dit, je vais proposer mon jeu gratuitement. Tout ce que je demande, c'est de payer les frais de port parce que ben, sinon, tu perds de l'argent, ce qui est logique. Ouais, Voilà, et 2 euros. Et moi, je sais que ça a attiré beaucoup de monde, hein. Moi, j'ai envoyé bien sûr. full copains Mais en en fait, leur disant, les gars, cette fois-ci, il y en a beaucoup, ils avaient peur avec Kickstarter, tu sais, c'est toujours compliqué, c'est un truc un peu anglophone, tu sais pas trop comment ça fonctionne, tu mets 40 euros, mais tu sais pas trop quand ça va arriver, ni rien, enfin bref. Et là, j'étais, mm, les gars, purée, franchement, même si tu t'es fait arnaquer, imaginons, c'est 2 euros, quoi. c'est ça. En Franchement, fait, faudrait le faire. la somme fait que c'est pas du tout engageant. Ouais. Tu te sens pas mis en difficulté, ou tu te dis, mais au pire, même si il y a un problème, même si ça couac, même si c'est pas à la hauteur de ce que... En fait, les attentes sont pas très hautes dans la mesure où le prix du jeu est gratuit. Mm. Euh, Complètement. et, Très bonne idée. et le frein du prix, parce que le prix est un frein à l'accessibilité du jeu aussi, Mm. fait que, à la découverte en tout cas, parce que après il faut évidemment vendre les extensions, etc., pour pérenniser les jeux, mais pour la découverte d'un jeu, les règles comme le prix sont des freins à la découverte d'un jeu. Et donc je me Ouais. suis dit, moi en tant que back, je ne back aucun projet sur KS, hein. Vraiment, les seuls projets que j'ai backés, c'était des projets minimalistes d'un copain qui fait des jeux minimalistes sur KS, plus en soutien. Ouais. Euh, et je me suis dit, si je devais backer un projet, moi j'adore les jeux de cartes de ce style-là, style Hearthstone, euh, et puis Clash Royale. Si je vois un projet comme ça qui traîne sur KS, que j'en entends parler sur les réseaux, que je vois qu'il a 0 euros et qu'il faut payer 2 euros, et qu'en plus il sera traduit dans ma langue, je me dis, mais banco. Même si j'ai Oui. pas l'habitude de pledge, j'y vais. Parce que Oui, parce que c'est ça, comme tu le dis, c'était pas trop. Oui, tu pouvais oser y aller, tu verras c'est bien. ça. Et puis, bah, au pire, c'est pas incroyable, c'est pas grave. Et c'est ça qui est chouette, c'est que
enfin pour bien connaître le jeu et on va revenir dessus un moment après, mais je pense que c'est pas mal de faire d'abord dans un premier temps un peu tout son parcours et puis Bien après on va sûr. revenir sur le côté création transmédia. Mais c'est bien d'avoir tout le parcours en tête comme ça. Après quand on commence à parler du jeu et de sa création, vous allez voir, il y a des liens complètement fous. Mais mais au pire tu reçois un jeu et il est pas incroyable, c'est pas grave. Mais ce qui va être encore plus chouette, c'est que moi je connais le jeu et je sais que j'en parle beaucoup parce que je l'apprécie énormément, vraiment, pour toutes ces innovations de game design et mécanique qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là qui va être encore plus chouette, c'est que les gens, ils vont arriver avec zéro attente C'est et qu'il y a ça. des bonnes chances, franchement, que statistiquement, sur la population qui a été touchée, les gens ils sont en mode ah, mais en plus, le jeu il est cool et j'ai payé Mmh. 0 €. Attends, mais C'est c'est ça, trop en bien. fait, c'était ça l'objectif principal, c'était, que les gens n'aient pas d'attente particulière sur le jeu, pour pas qu'il y ait de déception et au contraire qu'il y ait même un effet de surprise en mode: «Ah! Ah ouais, Ah, c'est vraiment pas mal en c'est fait». quand même pas mal. Ah, je suis agréablement surpris. C'était ça l'idée de départ et l'idée aussi principale, c'était d'accumuler un nombre, important de backers. Donc là, on a eu, 20 372 backers, Mhm. qui est un gros chiffre, on va pas se le cacher, hein, un très gros chiffre sur KS. Et Énorme. l'idée, c'était d'avoir un pool de joueurs qui seraient intéressés par le jeu. Et donc, c'est une base sur laquelle je peux me reposer pour communiquer pour les prochains projets notamment. Et il y a eu tellement de... Les gens ont vraiment adhéré au projet. Et il y en a beaucoup qui m'ont contacté. Tu vois, il y a écrit 32 langues disponibles. Ouais. J'ai eu plein de personnes de plein de nationalités différentes qui m'ont contacté pour me dire: «Hey, ton jeu, j'ai envie de le traduire, moi je suis un natif, japonais, je parle bien anglais et je parle couramment japonais, c'est ma langue maternelle et je voudrais, traduire ton jeu». Allez Ouais, et banco, en vas-y. parlant de ça, justement, je vais demander à la régie s'il peut nous mettre le trailer de Clash of Decks. Ça va me permettre d'en parler. Parce que on est en train de parler des traductions. Et Ouais, pourquoi est-ce que le jeu est aussi accessible en termes de traduction? C'est que tu as travaillé sur un système d'icônes. Donc, que vous allez voir, c'est pour ça que je demandais le trailer. Parce que voilà, vous voyez, système d'icônes. Ce qui permet non pas une traduction obligatoire au sein de la carte, même si ça peut l'être pour certaines traductions de nom, mais par contre, une traduction au sein des règles et des effets de carte. Et du coup, c'est beaucoup plus accessible pour quelqu'un de traduire ça que de devoir traduire chaque carte avec chaque mot-clé et trouver le bon mot-clé dans sa bonne langue. et en fait, la particularité, j'ai un peu feinté sur ce starter kit. Je voulais limiter les coûts au maximum et j'ai imprimé 40 000 exemplaires du jeu, donc c'est assez important. Et je voulais pas faire plusieurs versions, tu vois? Une version pour chaque langue. Je voulais pas faire une version en anglais pour le nom, une version en français et cetera. Et en fait, j'ai choisi pour le nom des cartes uniquement des noms qui sont aussi valables en français qu'en anglais. Ouais, complètement. Par exemple mutant. Mutant, ça veut dire pareil en français et en anglais. Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? Assassin. Après, tu as Assassin, choisi c'est et tu nous pareil. as fait choisir aussi pendant la campagne Kickstarter. On a pu Ouais, rigoler sur, on a pu proposer des noms, mais c'est des petites choses, mais qui ont donné son identité au jeu. Et même nous, on se sentait investis parce que bah, tu pouvais voter pour le nom qui te faisait le plus marrer. Évidemment, moi, à chaque fois, j'allais chercher le pire nom, hein. C'était c'était mon job. mais Ouais, c'était l'idée en tout cas que ce soit pas juste vous mettez 2 euros et puis ensuite vous passez à autre chose. Je voulais investir les gens dans les news récurrentes que j'ai fait, faire voter les gens sur le nom des cartes, ça me paraissait quelque chose d'intéressant. alors, il y a 2 questions dans le chat. Enfin non, d'abord il y a Harakiri, à qui je dis coucou, qui dit que c'est très joli et qu'on voit le travail derrière. Et on va parler de tout le travail, donc c'est vraiment le prochain thème de notre rendez-vous là maintenant, c'est qu'on va revenir très bientôt Ouais. au prototype, à la base, et comment est-ce que tu as adapté le jeu vidéo, les jeux vidéo à ton jeu de société maintenant. Mais il y a quelqu'un qui demande, bah, c'est San Lafi toujours, qui est toujours là. Mais comment tu t'y es retrouvé à proposer ça gratuitement? Fallait bien te rémunérer sur tout l'investissement. Est-ce que tu es d'accord de nous en parler? Oui, je suis d'accord de vous en parler, mais non, c'était pas important de. Alors, c'est important de retomber sur ses pattes financièrement. Moi, sur ce Kickstarter, je me suis pas payé. C'est-à-dire que je l'ai fait justement comme un investissement pour acquérir une base client de plus de 20 000 potentielles personnes qui vont suivre et qui vont continuer à suivre l'aventure Clash of Deck. Il faut le voir comme un investissement. Comment est-ce que je m'y suis retrouvé pour 2 euros? Eh ben, c'est très simple. Le prix d'un jeu à 40 000 exemplaires, c'est tout petit. Un jeu de cartes en étui, 36 cartes, je l'ai fait fabriquer en Europe, en Belgique, chez Cartamundi. Ça coûte 37 centimes unité. Donc le prix du jeu déjà est minime parce que imprimé en très grand volume.
De plus, on a également les frais de port. Ça, c'est la plus grosse dépense. Bon, il y a la TVA, il y a les frais Kickstarter qui sont aussi inclus, mais qui sont en Et il y a pourcentage du ton prix. compte, il y a ton compte aux îles Caïmans aussi qui aide beaucoup, hein. Oui, exactement. Mais ça, on a dit qu'on n'en parlait pas. Ah, zut, pardon. Relou, hein. Et Et la donc, plus grosse ouais, dépense, en fait, c'est essentiellement, en les frais gros, de port. ce que Léandre est en train de vous expliquer, c'est que grâce aux 2 euros de frais de port, il ne gagne pas d'argent, mais ça lui a permis de payer les frais de port, les coûts de production, mais pas tout ce qu'on a parlé avant, parce que je vais revenir là-dessus, hein, mais où Le on parlait de développement, les l'importance. visuels, Oui, le voilà, travail de l'importance de développement, la rémunérer communication. l'auteur, de rémunérer l'illustrateur, etc. Tout ça n'est pas vraiment là-dedans, mais c'est sûr que mais comme tu le dis, c'est un investissement, c'est que il va y avoir un C'est ça. futur à ce jeu, parce que là, on est sur une base, et cette base, comme vous l'avez compris, comme il y avait une autre version Kickstarter où il y avait énormément dedans, il y a déjà des choses qui sont prêtes, qui sont retravaillées en interne, et du coup, ben, cette base, l'idée, c'est d'essayer que sur les 20 000, bah, il y en ait peut-être au moins 1000, même déjà, ou plus, hein, évidemment, qui continuent à suivre l'aventure du jeu. Et là, bah, ce sera un peu plus cher, pas beaucoup plus cher, mais même 3 euros, mais au moins là, commencer à essayer de dégager un petit bénéfice. On peut Ouais, avoir un c'est lien pour ça. les Kickstarter. Le Kickstarter est fini à Rakiri, hein. Ouais, Il ça arrive doit être quasi en terminé, ouais. boutique bientôt. Là c'est trop tard, hein. Ça arrive en Par boutique maintenant. contre, par contre, pour ceux qui seraient intéressés pour récupérer un starter kit, ce ne sera pas possible tout de suite, mais il y a une deuxième campagne qui sera lancée au mois de novembre, la suite justement, où il sera possible de récupérer un starter kit et les Mois de extensions à novembre. venir. Par contre, Harakiri, je suis pas d'accord parce que je suis sûr et certain que tu l'as vu passer. Et pour 0 euros, je comprends pas que tu l'aies pas baqué. Mais ce qui est bien, Hara, c'est que moi, je suis un mec sympa, j'en ai commandé plusieurs. Ah, ça c'est sympa. Du coup, on pourra s'arranger. Moi, je crois que j'en ai pris 4 dans mes souvenirs parce que j'étais en mode, parce que je sais qu'il y a des futurs modes de jeu. Et donc, du coup, j'étais en mode, oh, 4 c'est pas mal pour jouer avec des potes le soir. Et comme ça, j'en ai toujours un à pouvoir filer assez facilement. Et du coup, Alors je là, rebondis juste un ouais, dernier truc par rapport aux frais de port, pour bien expliquer, parce que les gens vont se dire, bah attends, c'est pas possible, 2 euros pour le frais de port. C'est que j'ai un contrat professionnel avec la Poste qui me permet d'expédier des grands volumes de courrier. Il faut que toutes les enveloppes soient identiques, le même poids, la même taille, à travers le monde ou en France. Et la contrainte aussi, c'est que il faut que ce soit un produit qui soit gratuit. Ça doit être un échantillon. Et donc là, c'est le cas. C'est un échantillon du jeu à venir qui est gratuit et il est mentionné sur la boîte, jeu gratuit ne peut être vendu. ouais, voilà. Et c'est parfait parce que tu réponds à la question de San la fille qui se disait, mais tiens, c'est fou quand même d'avoir réussi ce coup-là. Rassurez-vous, moi je lui ai posé des questions aussi, hein, parce que j'étais un peu en mode, alors comment est-ce que moi je pourrais essayer de faire un peu quelque chose, parce que avec Similaire. mon print and play, j'étais un peu en mode, je voulais des choses similaires. Déjà, il y a deux choses qui est vachement cool avec toi, Léandre, hein, c'est que t'as pas de problème à parler du prix, et t'as pas Non. de problème à donner des informations et des informations très utiles et très pertinentes pour moi, petit jeune auteur, ou même des gens qui se posent des questions. C'est assez transparent et c'est vraiment super cool et le monde du jeu de société le devient de plus en plus à ce niveau-là et on commence à avoir des informations qui nous permettent, bah, nous, de pouvoir bah, justement évoluer et savoir un petit peu comment faire, les bons plans, les bons trucs. Bravo pour la planification, on te félicite. Et là, moi, ce que je te propose, c'est on va revenir à la première photo qui s'appelait premier prototype. Je trouve que c'est pas mal ça, parce que Ouais. bon, premier prototype. Et du coup, je vais te demander un petit peu. Donc là, tu es chez toi et tu te dis, j'ai envie de faire un jeu, mais est-ce que tu peux peut-être d'abord parler des deux jeux qui t'ont inspiré et comment ensuite t'es arrivé à ça? Ouais. Ah bah, le Clash of Deck est inspiré directement, mécaniquement parlant, de Clash Royale. Donc c'est un jeu que j'ai découvert un petit peu sur le tard. Tiens, ça c'est très bien. Donc là on voit, en gros il y a deux colonnes. Mercenaires Valky c'est la même colonne et Démon et Baby Dragon c'est la même colonne. La flèche en fait ça indique la source. C'est-à-dire qu'à la source le tout premier design que j'avais fait. En fait j'avais vraiment fait une adaptation de Clash Royale en jeu de cartes. Et donc là on voit un petit peu la paternité qu'il y a entre les cartes. La Valkyrie qui a donné la mercenaire, les Bats qui ont donné le dragonnet, etc. Et dans l'idée, j'ai essayé de reproduire donc, ce jeu-là, Clash Royale, qui est un jeu d'affrontement, un royaume contre un autre royaume avec deux ponts qui séparent, deux lignes qui s'affrontent. Le principe, le truc que je me suis dit, c'est que j'adorais le principe de poser une carte en jeu et qu'ensuite elle soit autonome. C'est-à-dire que le système de résolution de combat se fasse de manière automatique et que le premier choix, le seul choix que tu as à faire, c'est de savoir quand la poser et où la poser. Et ensuite, la résolution du combat se fait de manière naturelle.
Et c'est la même chose dans Clash Royale. Dans Clash Royale, on pose ces unités en jeu, on les invoque avec un coup. Elles ont une valeur d'attaque, de défense, de capacité. Mais une fois qu'on les a posées, on n'a plus du tout le contrôle sur nos unités. Elles se débrouillent toutes seules. Elles font leur life par rapport à leurs contraintes de déplacement, par rapport à leurs contraintes d'attaque, d'effet, etc. Et ça, c'était l'idée principale du jeu, c'était de faire un jeu voilà, qui se joue. Une fois qu'on a joué la carte, le jeu gère lui-même de manière automatique. En fait, c'était Ouais. pas mal pour pouvoir faire un jeu à deux, mais surtout pour faire un mode solo. Mm. Parce que dès qu'il y a un système de combat automatique, pour un mode solo, c'est parfait. Oui, et puis Ça même, colle parfaitement. c'était clairement l'adaptation. Donc là, tu as parlé de Clash Royale. Ouais, Vraiment, allez voir sur Internet si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens après la conférence, évidemment. Vous aurez un petit moment de pause. Allez regarder une vidéo de Clash of Deck. Clash of Deck, oh là là, oui aussi, mais de Clash Royale. Parce que c'est un jeu e-sportif hein, au niveau ouais. mobile. C'est Supercell, donc ils ont fait vraiment un excellent jeu, une très très bonne idée adaptée pour le mobile. Et allez voir parce que du coup, quand vous aurez un peu compris les mécaniques de Clash of Deck, vous verrez l'inspiration directe, mais aussi Bah, vous, ouais. le truc, le changement, le twist. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Tu sais, le twist de comment je vais l'adapter au jeu physique. Mais tu t'es inspiré d'un autre jeu aussi. Ouais, attends, juste les mécaniques, il y a pas mal de petites choses, notamment la main. Mhm. La main d'un joueur est composée de 8 cartes et d'un château fort, tour de guet. Et en fait, dans le jeu Clash of Royale, on a également 8 cartes et on peut jouer uniquement les 4 cartes Qui arrive. disponibles. Et ensuite, il y a une espèce de mini pioche de 4 cartes et on peut jouer uniquement celle d'après que Ah ouais. quand on a libéré Bien l'espace. On pensé. retrouve cette même mécanique dans Clash of Deck. Euh, Il y a ouais, les effets de dégâts de zone, les effets ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont imprégnées. Il y a les deux lignes avec les deux ponts qui séparent. On retrouve vraiment, si vous regardez une vidéo effectivement de Clash Royale et qu'ensuite vous regardez une vidéo de démo de Clash of Deck, vous allez dire ah ouais, ça c'est bah, c'est pareil que dans ah mais ça c'est comme ce. Mais C'est plus subtil aussi parce que par exemple tout le monde va pas se rendre compte obligatoirement du côté 8 cartes dans Clash of Deck, 8 cartes dans Clash Royale, les cartes ouais, premières, la tour de guet qui est aussi représentée, le système de points de vie qui est plus, ouais, je trouve, là spécifique à ton jeu et pas du tout ouais. obligatoirement dans Clash Royale, mais qui apporte un truc super cool aussi. Hmm. Et c'est là où Et, il y a des particularités, il y a des fortes inspirations et c'est complètement le principe. Hein. bah, la transposition d'un jeu, il faut pas transposer un jeu comme il est un jeu vidéo ou un jeu de société, ça marchera jamais. C'est beaucoup trop lourd. Il y a beaucoup de choses qui sont gérées de manière automatique dans les jeux vidéo qui ne sont pas gérées de manière automatique dans les jeux de plateau, les jeux de cartes. Donc il Ouais. faut trouver des feintes. Tu vois, pour les points de vie, par exemple sur le tout premier prototype, moi j'avais fait des jauges de points de vie avec des marqueurs qui se mettaient dessus, une galère monumentale, c'était pas fluide. Là, le principe d'avoir une carte dans ta main qui, en fonction de sa place dans ta main, définit les points de vie dont tu disposes, c'est pas du tout lié à Clash Royale, cette idée-là. Elle vient de ailleurs, je ne sais pas d'où d'ailleurs. Ça m'est venu comme ça, je me suis dit, tiens, ça serait cool que, en fonction de la position d'une carte dans ta main, ça définisse tes points de vie. Et en fait, ça s'est imbriqué assez naturellement. Et du coup, tu n'as pas besoin de gérer des curseurs de points de vie, de attends, là, ma tour, elle a perdu 3 points de vie. C'est automatique. Ouais. Que la gestion des PV se fait de manière naturelle quand tu joues des cartes et quand tu subis des dégâts. Voilà. Et là Et où oui, on, effectivement, ouais, l'autre jeu, oui, parce que là on voit les l'autre cartes, gel. et normalement, si vous voyez un peu le design, je dirais plutôt de la carte, ça doit vous faire penser à un jeu de cartes, là, plus à proprement parler, vachement connu, voire le jeu Ouais. de cartes le plus connu en ligne, qui n'est d'autre que Hearthstone. Voilà. Donc en fait, moi je suis un amoureux d'Hearthstone depuis qu'il est sorti. Mhm. Bah, en fait, je suis un amoureux de Blizzard depuis toujours. Tu vois, je parlais de Warcraft 3 tout à l'heure. J'ai Ouais. commencé le jeu vidéo, je pense, par des jeux Blizzard à Warcraft 2 en 96 et j'avais 7 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné Warcraft 3, World of Warcraft, Hearthstone, vraiment tout l'univers. J'ai toujours été passionné de Blizzard et, euh, et j'adore le skin qu'ils ont utilisé. Ouais. Et j'ai Leur trouvé en direction fait artistique est incroyable. Hein. j'ai trouvé des designs vendus par des graphistes, designers, illustrateurs sur des banques de données en ligne où les mecs ils mettent à disposition leur création et tu peux acheter en gros des packs d'illustrations. Ça a Ouais. été le cas pour le design des cartes qu'on a quand même retravaillé avec mon frère. Et également pour les illustrations, on peut trouver des packs assez facilement, des packs d'illustrations. En fait, c'était assez facile, on va dire,
beaucoup plus facile que de commander des illustrations pour un premier projet auprès d'un illustrateur, Mmh. où ça coûte quand même relativement cher. Et c'est ce qu'on fera pour les prochaines extensions de Clash of Deck. On commandera des illustrations originales. Mais là, en l'occurrence, pardon, c'est des illustrations qu'on a achetées dans des packs d'illustrations. Donc, il est possible de retrouver ces mêmes illustrations pour d'autres jeux, que ce soit du jeu vidéo ou du jeu de société. Ouais, c'est Et ça. si vous Mais trouvez ces illustrations ailleurs, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. c'est normal. N'importe qui peut acquérir les droits d'exploitation de ces visuels. Mais pourtant, ils sont quand même vachement pas mal. Il y a quand même une direction artistique et une homogénéité quand même dans ce pack. Puis aussi en termes de design, Hearthstone a fort inspiré pour le côté mana, par exemple, hein, clairement, avec les cristaux que tu gagnes, que tu utilises. Pour les effets des cartes aussi, parce que comme vous l'avez compris, il y a des logos, donc les logos apportent certains effets de cartes, et ça, c'est beaucoup plus inspiré depuis Hearthstone que de Clash Royale. Et en fait, tu l'as déjà dit, et moi je l'ai déjà dit 1000 fois aussi dans mes vidéos de présentation de ce jeu-là, c'est vraiment, c'est comme si tu prenais Hearthstone, tu prends Clash Royale, tu mets une pincée de Léandre Proust, tu mélanges le tout, et ça te donne Clash of Deck. Mais c'est important, la petite pincée que je dis de Léandre Proust en mode rigolo, c'est que, comme tu le dis très très bien, et pour moi, dans une conférence où on parle de transmédia et comment transposer le jeu vidéo en jeu physique, le premier conseil, et le meilleur de tous, c'est ne faites pas la même chose que le jeu vidéo. Et l'objectif pour moi, c'est vraiment, quand je fais ça, parce que je fais un peu comme toi aussi, où tu sais, je vais chercher de l'inspiration, c'est aller dégager une mécanique de jeu qui vous plaît dans ce jeu vidéo-là et transposer là. Peut-être la mécanique, tu peux peut-être la transposer en physique, ça c'est tout à fait possible. Comme tu racontais, le fait que tu aimes bien jouer des cartes sur un champ de bataille et qu'ensuite elles agissent automatiquement, ça c'est une mécanique de jeu que tu peux la transposer en physique. Par contre, après, derrière, la gestion du fait qu'il y a une barre qui est en train de monter, parce que dans Clash Royale, t'as de l'élixir qui est en train de monter, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer toi physiquement, ou alors, comme tu le disais, peut-être qu'on peut remettre la photo premier prototype, parce que ça m'intéresse de rechecker, où tu avais fait tout un système, vous allez capter l'idée. Vous voyez quand même la complexité que vous voyez là quand même, et ça c'est clairement, je pense, ton premier prototype où tu es en mode, bon, je vais vraiment essayer d'être hyper proche du jeu vidéo. Une retranscription pure et dure. Mais c'est exactement, hein, je le souligne, ce qu'il faut pas faire. Voilà. Et par contre, ou alors, ce qui peut être pas mal en termes de game design, c'est faites ça en ayant tout à fait conscience que ce sera pas votre jeu final. Parce que ça peut aider, moi je pense. Hein, tu vois, tu crées ça, puis ouais, mais c'est pas possible que je m'amuse avec tous mes petits compteurs, mes petites cartes là, et le truc qui se. Attends, qu'est-ce qui me plaît dans ce jeu-là? Ben regarde, enfin moi je connais le jeu final, donc là j'arrive à me repérer parce que cette photo-là je l'avais pas vue. Mais moi ce que je vois tout de suite, c'est les deux lignes. Bah, ce concept de deux lignes, il est toujours présent dans le jeu final. Ce que je vois, c'est les cartes. Bah, et les cartes avec des valeurs, bah, ça c'est toujours présent dans le jeu final. Ce que je vois pas, c'est tous les petits compteurs. Ouais, en fait, je sais pas si tu vois, mais en fait, sur les deux lignes, il y a des petits jetons. Et les petits jetons, en fait, correspondent aux cartes. En fait, en gros, c'est comme si la carte était liée à la figurine. Mais en fait, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré les jetons et j'ai remplacé directement par la carte. La carte en elle-même. La carte en elle-même. Et il y a plus de PV qui se gardent d'un tour sur l'autre. Ça, j'ai aussi complètement épuré. C'est soit tu tues la créature d'un coup, soit elle se régénère à la fin du tour, comme pour Magic. Même principe, ça évite de galérer avec des compteurs, avec des jauges, tout ça. Ça, c'est une galère. À l'époque, j'avais même fait oh la galère. Tu vois tous les petits jetons qui sont à gauche, là, qui sont alignés. C'était de mémoire, j'avais mis en place un système d'initiative un peu à la Final Fantasy quand tu fais des combats tour par tour avec une espèce de barre en bas avec des personnages quand ils jouent ils retournent à la file, etc. Enfin, c'est une galère. Ouais, mais après, c'est là où on montre aussi, parce que bah, là, on est dans de l'explication de game design aussi et du coup d'adaptation. C'est qu'il faut avoir tout de suite conscience que tu veuilles adapter un jeu vidéo en un jeu physique ou que tu veuilles juste créer un jeu de société tout court parce que tu as une idée et qu'elle vienne de n'importe quel thème, il va falloir retravailler dessus et retravailler dessus. Et moi, je suis plus comme toi, mais je sais qu'il y a des auteurs, c'est pas obligatoirement le cas, hein, mais à vouloir épurer mon jeu.
Et pas de règles inutiles. Et du coup, par exemple, là, tu vois, tes jetons, tu te rends bien compte que bon, finalement, est-ce que c'est nécessaire? Ben non, je peux utiliser la carte. Et la carte, c'est parfait. Et donc, ça Ouais. s'appelle de l'épuration, hein, pour moi, clairement. Mais il y en a d'autres auteurs qui vont plutôt aller chercher, ils vont travailler avec un plateau de jeu, des petites figurines, et ils vont Ouais. aller pousser un peu plus loin. Et ça peut totalement fonctionner aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que chacun a sa C'est des manière de méthodes. créer. C'est des méthodes différentes. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à fonctionner par élimination. En général, j'ai la matière, la première matière qui est assez colossale. Et pardon, excuse-moi. Et après, je tape dans le gras. Et je tape dans le gras et j'enlève tout ce qui me semble superflu, que ce soit en termes de matériel ou en termes de règles. Tout ce qui n'est pas fluide, tout ce qui n'est pas instinctif, j'essaie aussi de l'enlever et j'essaie de réduire le jeu à sa plus petite expression. Ouais, et il y a un... Et une fois qu'il n'y a plus rien à enlever, bah, je me dis, mon jeu est prêt. Exactement, mais c'est un... Alors, je vais pas citer le nom de l'auteur parce que je suis quasi sûr que je vais me tromper, donc je vais faire attention. Mais il y a un auteur de jeux de société très connu, qui en a fait pas mal, donc je vous laisserai chercher, qui a dit ça un jour. Il a dit: «Je considère qu'un de mes jeux est fini lorsqu'il n'y a plus rien à enlever.» Et moi, cette phrase, elle m'a marqué. C'est moi, ça, non? Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Pour le coup, c'est vraiment pas toi. Ça commence par K et ça finit par Tatala. Tala. Ah, Bruno Catala, il a dit ça? Ouais, ouais. Et moi, D'accord. c'était dans une de ses interviews, mais ça date d'il y a longtemps. Ça date d'il y a vraiment super longtemps. Et j'aime beaucoup son système de création. Enfin, j'aime aller observer ce qu'il fait parce que tu ressens ça quand même. Dans la plupart de ses jeux, tu ressens le côté où épuration. Et j'avoue que moi, dans du game design et de l'adaptation, quand je réfléchis, c'est vrai que souvent, j'aime bien démarrer où j'ai plein d'idées, je les place. Et ensuite, je suis en mode, comment je fais pour faire des fusions, tu vois? Tu sais, on parlait de la fusion tantôt, mais vraiment fusionner des idées pour essayer de retirer, pour qu'au final, les gens, quand ils y jouent, ce soit propre, pur, tout bien calé, tout bien placé. Et donc, je sais que moi, par exemple, je vais pas me destiner à un public plus expert, parce qu'un public plus expert va chercher parfois des petits détails, des petites règles qui permettent de faire des petites choses, plein de petits plateaux. Je sais qu'un public expert, il aime ça. Moi, j'aime peut-être y jouer. En tant que joueur, j'aime ça, mais par contre, en tant que créateur, j'aime mieux le côté élagage et essayer d'aller épurer le jeu. Ouais. Bah écoute, pareil. Pareil. Je Et, pense qu'il y a il y a plusieurs écoles. Je pense que et chacun entre y cette va son- version-là et la photo suivante qu'on avait vue, qui était avec les dessins que tu avais réinspirés, combien de temps de travail? Alors, c'est très compliqué, je trouve, de toujours de donner une temporalité. Parce que Une idée. bon, je travaille pas comme on travaille à l'usine, tu vois. Je suis pas à 35 heures par semaine dessus. Mais en termes de délai, on va plutôt parler de délai. On était, on est sur, je dirais pas très longtemps, c'était assez rapide. Je dirais 3 4 mois, trois Trois quatre quatre mois mois environ. Ouais. sur la première Jusqu'à trouver la évolution. version définitive, ouais. Parce qu'entre ça et on va dire la version finale, il y a eu plusieurs versions entre. Là, on m'a limité en photo, on m'a dit pas plus de 10 photos. Alors j'ai mis que 10 photos. Mais, Je vois ça, je mais, vois mais- ça. mais sinon, il y a eu pas mal il y a eu pas mal de protos qui ont évolué vers ce que le jeu est aujourd'hui. Ouais, Et même, je considère même la version à découper soi-même comme une étape et pas le jeu final. ouais, complètement. Au final. Mais après, t'en savais rien au moment même où elle est Ah non, arrivée, le jeu à couper, c'est clair. c'était déjà au top. Est-ce que on peut nous remettre en régie inspiré du jeu vidéo la photo avec justement les transferts, ça va nous permettre de parler des Hmm. cartes. Moi, je vois très bien, il y a une certaine carte tout en bas à gauche. Tu vois de celle de laquelle je parle? Ouais, je vois très bien. Alors, pour la Et petite d'ailleurs, blague, c'est amusant parce que, tu vois, par exemple, la capacité gel, donc le loup de givre et le Ice Wizard mhm, ont la capacité gel, qui est le petit icône avec le les stalactite stalactites bleues. bleu. Euh, le jeu a évolué. C'est-à-dire qu'avant, je voulais vraiment faire une retranscription des personnages de Clash Royale. J'ai créé le loup de givre vraiment en équivalence pour que Ouais. ça ressemble plus au personnage initial. Et dans la version qui va sortir, là, les nouvelles cartes, la capacité gel ne fait plus du tout le même effet. Non, c'est Et plus en évolué. fait, je me détache de plus en plus. En tout cas, je me sens plus libre de le faire. Je me déplace de plus en plus des personnages initiaux que j'avais créés, des créatures que j'avais créées, parce que maintenant, pour moi, Clash of Deck a sa propre identité, et je prends cette liberté, en tout cas, de séparer bien les deux maintenant. Donc, je me permets des choses que je ne me permettais pas avant, parce que pour moi, j'avais toujours espoir, quand le jeu est sorti en jeu à découper, de réussir à choper la licence Ouais, ça de aurait été Supercell. incroyable.
Je les ai contactés à plusieurs reprises. J'avais le contact de la personne qui gère la licence. Mhm. J'ai pas eu de réponse. Plusieurs Ah, mails, pas eu de réponse, donc j'ai plutôt abandonné. Et depuis ce temps, où je me suis fait une raison sur l'adaptation de la licence, et ben, j'ai pris beaucoup plus de liberté et je me suis dit, je vais arrêter d'avoir cette contrainte d'essayer de coller le plus au personnage du jeu Clash Royale et ouais. vraiment créer des personnages propres avec voilà, des compétences qui pourraient ne pas avoir de lien avec Clash Royale. Non, complètement. Par contre, beaucoup de liens avec Hearthstone parce qu'en fait, Hearthstone, il a déjà tellement de compétences différentes que tu sais pas réinventer la roue, hein. À un moment, Ouais, mais c'est très très riche, hein, Hearthstone, ouais, très, très. en compétences. Et il y a plein de sources d'inspiration d'ailleurs de Hearthstone, hein. Mmh. Par exemple, il y a une capacité qui s'appelle Berserk dans mon jeu qui permet de rattaquer une fois que la créature a tué quelqu'un. Donc dès qu'elle tue une unité adverse, elle rattaque. Bah, ça, c'est inspiré de Furie des Vents, qui permet d'attaquer 2 fois dans un tour. Et je sais pas si Euh, tu as suivi Hearthstone là dernièrement, parce que dernièrement ils ont, enfin moi je joue plus à Hearthstone. J'en ai vraiment eu marre parce qu'ils ont fait à un moment un wipe ils ont créé un format Legacy ou libre et un format un peu plus récent et du coup il fallait que tu recraftes toutes tes cartes et c'est devenu un peu trop payant pour moi alors que de base le jeu est gratuit et j'ai ressenti le fait que comme moi je jouais en compétition et parce que j'y jouais pas pour m'amuser, j'y jouais en compétitif, hein, attention. Mais donc du coup, ça devenait un peu trop payant. Donc ce que je fais Attention, maintenant, oh, hein, attention, hein. attention, c'est Mais sérieux, compétitif. attention, bah oui, mais du coup en compétition, il te faut toutes les cartes. Enfin, ou en tout cas, il te faut ton deck ou enfin, il te faut surtout qu'ils ont un système de plusieurs decks quand tu fais les compètes où tu dois valider. Donc il te faut vraiment des bonnes cartes et elles coûtent pas gratos à faire. Et Ouais. du coup, ce que je fais, c'est que je paye les aventures parce que les aventures, ça j'aime bien. Je passe 1 heure ou deux, je passe un chouette moment. Mais dernièrement, je passe ma vie sur Hearthstone sur Battleground, qui Ah, est euh, pareil. qui est directement inspiré de Auto Chess parce que j'ai joué à Auto Chess. Donc c'est un système automatique. Et ce qui est marrant, c'est que Auto Chess, on est d'accord qu'à l'époque où tu as créé Clash of Deck, tu le connais pas, ça n'existe pas. Si. Si? Ok, Si, parce qu'il y a des Auto grosses Chess, inspirations. ouais. Auto Chess, c'est un jeu que j'ai adapté aussi en. Alors, j'ai pas adapté que Clash Royale en jeu de société. J'ai fait des adaptations de Binding of Isaac, de Darkest Dungeon, de Slay the Spire. Il Là, on vient parlait de de sur quoi déjà? Kickstarter. Ouais, mais c'est déjà sorti du coup maintenant. Auto Chess, j'ai fait une adaptation. Effectivement, en fait, j'ai même peut-être en préparation un mode auto chess pour Clash of Deck qui pourrait sortir. J'imagine Parce bien que parce que je vois vraiment parce que là tu vois on parle tu sais en fait c'est tout le fait que tu viens de dire Berserk, Furie des Vents et je me vois dans Hearthstone en fait ce qui se passe c'est que tu joues des créatures et elles s'attaquent automatiquement ensuite contre ton adversaire qui joue aussi des créatures et du coup quand une créature a tué quelqu'un elle peut réattaquer une autre et en fait elle se réattaque en chaîne jusqu'à ce que bah, il y ait d'un côté plus personne et d'un autre côté t'as gagné et du coup tu fais un certain nombre de dégâts et c'est un battle royal et effectivement, je vois que Clash of Deck a cette potentialité de développer des variantes de jeux qui sont assez grandes parce que ouais. tes mécaniques de base sont propres et travaillées pour pouvoir permettre cette évolution. Et tu te laisses des libertés. Alors, dès le début, hein, je me suis dit, en fait, l'auto chess, j'avais fait un proto qui avait, pareil, qui était trop lourd, une retranscription trop fidèle. Et je bossais en même temps en parallèle sur Clash of Deck. Et je me suis dit, peut-être que il y a un pont à faire. J'avais pas Mm. trouvé. Et là, je suis retombé dedans. J'ai eu un peu plus de temps là ces derniers mois. euh, en plus des 24 000 enveloppes à préparer. Euh, et bah, ça pourrait coller, ça pourrait coller. Et je me rends compte qu'en fait, il y a des inspirations quand même. Effectivement, les combats automatiques se joueraient de manière vraiment facile. Il y aurait très peu d'adaptations à faire pour faire quelque chose qui fonctionne, je pense. Ça, c'est cool parce que plus tu as de Mais variantes j'ai différentes j'ai d'un pas jeu. encore la clé. J'ai pas encore la clé. C'est pas encore fixé. Mais Mm. peut-être que dans les mois où ça dépend en fait de la longévité qu'aura le jeu. Dans les mois ou années à venir, il y aura un mode auto chess comme Ouais, mais c'est Hearthstone parce que était un jeu d'affrontement à deux et a fait un mode auto chess parce que vu la tu popularité. m'as pas encore engagé pour te donner la clé justement. Écoute, on en parle après le live, hein, t'inquiète pas. Ok, ok, pas de souci. Et du coup, le jeu, il a bien évolué jusqu'au point où on a eu la création d'une fun carte. Normalement, la régie Ouais. va comprendre que je demande une photo. Carrément. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette carte parce que je trouve ça mignon comme tout. Alors ça, c'est Valentin, 9 ans. Il me semble qu'il avait 9 ans à l'époque quand il l'a fait. C'était en 2010, début 2020.
qui est fan du jeu. Donc c'était mon premier vrai fan et sa mère ou son père, je ne sais pas, a fait la photo, il me l'a envoyée. Elle a dit: «Hey, mon fils adore votre jeu, il a fait sa propre carte». Moi j'étais comme un ouf parce que faire des fun cards, c'est des trucs que j'ai toujours fait sur Hearthstone, sur Magic, sur tous les jeux de cartes que j'aime bien. J'ai toujours aimé créer des Des variantes, des petits créer mes trucs à créer toi? mes propres cartes et je me suis dit: «C'est incroyable, c'est trop bien». Déjà, il s'est pris la tête à faire une carte à la main. Déjà à Ouais, la main, j'ai trouvé ça génial. Et puis, et du coup, je lui ai dit: «OK, eh ben, écoute, on va créer ta carte». Et du voilà. coup, on a créé la carte qui s'appelle une vraie carte dans le jeu, qui s'appelle Troll du Val. Donc, Val, c'est en Oh, référence au fait que ce soit Valentin qui l'ait fait. Et ça s'appelle Troll du Val, donc ça fait un peu comme un Val, quoi, donc le Troll du Val. Il coûte bien 4 de mana, c'est bien une 6/3. J'ai gardé les mêmes stats, les mêmes effets. Par contre, j'ai rajouté une compétence spéciale en plus qui est mercenaire. Parce qu'en l'état, la carte est déséquilibrée, elle est beaucoup trop forte. Donc il mmh, a fallu que je trouve une capacité spéciale que j'ai créée même pour l'occasion, une capacité que je n'avais pas, qui permet en fait de rendre la carte pas moins forte, mais de lui donner un malus. En une gros, la carte, circonstancielle, une quoi. fois qu'elle meurt, tu la récupères pas dans ta main, elle va dans la main de l'adversaire qui la récupère. Ouais. Donc ça permet Donc, de rééquilibrer le truc, mais c'est surtout ouais, aussi, effectivement, puis même ça fait un peu passation de tu vois, toi aussi comme moi, dès que j'étais petit, même pour le Monopoly, je m'inventais des modes de jeu où tu sais, tu t'amuses et là, c'est trop chouette parce que je trouve que tu as eu l'occasion de faire, ce que moi je pourrais peut-être faire un jour pour quelqu'un ou quoi, c'est dire moi, je me suis toujours dit quand je crée des petites cartes ou quoi, purée, ce serait trop cool si un jour cette carte elle existe vraiment dans le jeu que j'aime bien. Et là, toi, tu le fais pour cette personne-là, et je trouve ça super cool. Et ça prouve que le jeu il évolue, qu'il peut plaire à des gens, et puis qu'il y a des fans qui s'amusent à te suivre, hein. On a parlé des traductions des langues, c'est des fans. Le mode solo, il y a des gens qui t'ont accompagné là-dedans. Là, il y a des nouvelles cartes. Moi, je t'accompagne depuis longtemps dans tout ce qui est le bêta testing, et aussi dans l'adaptation Sur maintenant. BGA aussi, sur Ouais, BGA, enfin voilà, toutes les personnes qui ont dématérialisé les jeux sur des plateformes, c'est que ce soit ça. sur Tabletop, sur BGA. Là, c'est par exemple Nico qui s'occupe de dématérialiser. Le jeu est actuellement en alpha sur BGA, Pour Game donc il n'est Arena. pas accessible à tout le monde. Donc je teste régulièrement tous les jours pour déceler les petits bugs. Et ensuite, on le passera en bêta. Et donc, il sera possible de jouer gratuitement sur BGA au jeu. Ça va être cool. Donc, non, je suis hyper content. Je Et suis ce que très vous très pouvez content. voir déjà, c'est que sur BGA, il y a un petit peu des nouvelles cartes pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu. Parce que moi, je teste le jeu en alpha, donc je suis au courant. Mais là, on peut repérer quelques cartes hein, quand même. Mm. Il est sur BGA, il a été aussi fait sur Tabletop Simulator. Il a C'est été là fait qu'on sur l'a testé Tabletop pas mal. Simulator. Je Ouais. trouve que Tabletop Simulator a ce côté plus proche du physique où tu prends la carte, tu la déposes et la personne qui a modé ça avait fait des scripts automatiques qui permettent en cliquant que tout s'installe, que le jeu soit prêt. Donc ça c'est vachement cool. Puis les illustrations rendent vachement bien dessus. Il nous a fait au petit coin, dans un coin Ouais. au coin du feu là, Il y a un vraiment au côté top. plus immersif, on est sur une vue 3D. Effectivement, il y a un côté ambiance, on se croirait dans un château médiéval. Ouais, franchement, moi j'ai bien. Alors, ça, c'était la version du kit de démo qui était disponible uniquement pendant le Kickstarter. Depuis, il y a des cartes qui ont été. Il faudrait faire une mise à jour parce que les cartes sont plus. Il y a eu des équilibrages notamment. Voilà. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça montre vraiment. Ce qui est marrant, c'est que du coup, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Et ça, c'est quand même génial, hein. Parce que quand même, on vient quand même d'un jeu vidéo Clash Royale Hearthstone qui descend en jeu physique et qui remonte en adaptation jeu vidéo. Ça, c'est quand Et même magnifique. ce qui serait énorme, ce serait que quelqu'un s'inspire de Clash of Deck pour faire un jeu vidéo derrière. Et ça serait Waouh! beau. Ouais, ou alors carrément, tu sais, tu prends Clash of Deck en jeu, qu'il le découvre sur Board Game Arena, qu'il en refasse sa version physique d'un nouveau jeu, avec, tu sais, tu sais, il reprend des concepts, et puis hop, ça remonte, et c'est un cercle infini, c'est ça le transmédia. La conférence est parfaite, la boucle est bouclée quand même, là franchement on est bon. On est pas mal. Là, on colle au thème, hein. Là, Franchement, vous pouvez pas dire on n'a pas collé au thème, hein. Là, on est vraiment complètement dedans. Est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être du futur de Clash of Deck? T'en as déjà un petit peu touché un mot, mais je trouve que c'est pas mal vu que là, on commence à terminer la boucle. On a parlé du game design, de l'évolution de je veux bien, celui-ci. Vas-y. Nico, je veux bien que tu remettes le visuel du troll, la fun card, s'il te plaît.
Ouais. Et alors, attends, juste avant, il y a San Lafi qui nous dit à quand le film? Oh! Écoute, Bah, je viens de signer avec Warner justement. ouais, voilà. Ou alors peut-être, tu sais, c'est vrai que Clash Royale, ils font ça, ils font des petites animations de malade mental, hein, parce qu'elles sont Ah, de fou. incroyables, leurs animes. C'est Mais incroyable. écoute, c'est du transmédia, hein. On est là-dedans dans le thème de la conférence. Si tu as les compétences, bah vas-y, hein, tu peux facilement récupérer les fichiers, ça, on peut Bien s'arranger. sûr. Et, Et bah et justement, voilà. justement, et Ah, bah je les ai. Ah, on voit Team de choc. Bah justement, les compétences, je ne les ai pas. ok. Donc là, c'est réglé ça. Non, il y aura pas de, il y aura pas de. Le trailer déjà, tu vois, j'ai bien galéré pour le faire. Je suis pas du tout un technicien de l'image ou un technicien du son ou de rien du tout. Je suis un technicien juste du game design. Ouais. Donc j'ai eu pas mal de soutien d'ailleurs de mon frère Clément Proust qui a géré tout l'aspect mise en page, l'aspect graphisme, pas illustration mais graphisme vraiment maquettage tout ça. Ouais. Donc On lui dit voilà, merci. big up. Et un truc que voilà, je voulais rebondir par rapport au futur de Clash of Deck, c'est que bah, déjà le futur va se jouer en novembre Mhm. par rapport à la deuxième campagne de financement, qui sera la vraie, en fait la vraie première, parce que là c'était plus un- une campagne de communication. Donc là ça va être la première campagne véritablement de Clash of Deck. J'espère qu'elle va bien marcher, je vais tout faire pour. Il y aura quelques innovations. Hein. J'aime bien moi créer des trucs un petit peu expérimentés, donc il y aura des choses un peu particulières. Il y aura notamment, je peux le teaser un petit peu maintenant parce que c'est acté, mais Oh. il y aura un générateur de cartes comme pour faire des fun cards Mhm. disponible en ligne à tous. Et il sera possible de nous commander des cartes personnalisées, Ouah. de Il est cartes qui encore. seront équilibrées avec un système dans le générateur qui permet d'équilibrer ces cartes par rapport à un coup de mana. En fait, on pourra choisir la force de la carte, les points de vie, les capacités spéciales. Et ça va mettre le visuel de la carte aussi et le nom de la carte dans la langue qu'on veut. Ça mettra un coup de mana qui sera généré par tout ce qu'on vient de donner. Et ensuite, il sera possible de commander sur notre site la carte et de la recevoir chez soi et de l'intégrer à son propre jeu. Du coup, chaque jeu deviendra unique. Keyforge, le nouveau Keyforge. Et n'importe qui pourra créer sa carte équilibrée qui sera homologuée, c'est-à-dire qu'on pourra jouer avec. Et ça, c'est Euh, cool. et donc ça, c'est un côté novateur qu'a sur la prochaine campagne, en plus des extensions. Mais j'en parlerai un peu plus dans le détail plus tard. Et la campagne sera au mois de novembre. Ouais. Voilà, moi j'ai toujours, comme je disais, hein, je kiffé créer des cartes. Ouais. Et je sais qu'il y a une niche de joueurs qui adorent aussi créer des cartes et qui voudraient pouvoir créer des combos, des synergies particulières avec Oui, t'as envie de des... t'amuser et puis bah Ouais, c'est ça. ça stimule la En créativité. fait, comme quand tu crées un deck sur Hearthstone ou Magic ou autre, là, tu peux créer un deck de 8 cartes, mais les synergies sont assez limitées. Ce qu'il faudrait pouvoir choisir, et c'est ça qui m'a fait venir sur le générateur de cartes, c'est de pouvoir choisir les capacités spéciales des créatures. Et de pouvoir créer ses propres cartes. Vraiment, ça, je pense que c'est quelque Excellente chose où idée à nouveau. je crois pas que ça se fasse. Je connais pas de jeux qui permettent de créer ses propres cartes, de les intégrer au reste des cartes qui existent déjà et de pouvoir jouer avec sans déséquilibrer le jeu. Donc je pense qu'on est encore ici une fois sur une innovation, euh, ma foi, particulière. Ouais, bah je peux te décevoir parce que j'en connais un de jeu. Ah Ah bah, ah! c'est Mais il quoi s'appelle un jeu physique? non, c'est online, c'est Custom Card Games et il est prévu uniquement pour ça en fait. C'est un jeu où tu t'importes des images et en fait tu crées des trucs complètement débilos. Il est pas incroyable et pas très bien connu, mais donc du coup tout va bien, t'as quand même bien. Non, ça va. Non, mais Et- c'est surtout que en jeu de cartes en physique, il me oui, semble non, que pas ça du tout. n'existe pas. Donc je réponds à celle-là Par qui contre, me demandait si on pouvait accéder aux cartes du premier KS aussi. Donc oui, dans le nou futur KS, tu pourras accéder aux premières cartes, il l'a déjà dit, je le un truc répète. très important, ouais, un truc très important, le starter kit, donc Mhm. le pack de 36 cartes du premier KS, sera toujours gratuit. Voilà. C'est-à-dire qu'en festival, vous me croiserez pas mal l'année prochaine 2022 parce qu'on va faire une grande tournée de festival en France et en francophonie en général. Si vous venez sur le stand de Gram Edition, vous jouez, vous repartez avec un starter kit, c'est cadeau, c'est gratuit. Voilà. Donc du coup, vous voulez plein de starter kits, vous jouez plein de parties. Moi, je vais venir, je vais passer ma journée, je vais repartir avec 20 kits. On Et je va, vais... on va quand même limiter un par personne. Hein, parce que on est gentil, mais bon, faudrait pas qu'il y ait du Et recel alors, derrière. du coup, rendez-vous au BGF l'année prochaine, du coup. Normalement, enfin, s'il y a une version enfin, on peut faire jouer carrément Ah à bah fond. oui.
Alors je prends note, hein, je prends note. Je vais pas teaser, mais en gros, Gram Edition, il va y avoir un grand tour, Mmh. un Gram Edition tour et quasiment tous les week-ends, entre novembre et décembre, on sort en festival. Yes, ça va être vraiment cool. Moi, je vais essayer de te suivre un petit peu. Et justement, où est-ce qu'on peut te suivre le plus facilement pour être au courant un peu de toute cette actualité? Alors, moi, je suis essentiellement sur Facebook, hein, je suis un boomer. Mmh. Donc, J'adore Facebook, hein, idéalement, donc tout va bien. si vous voulez me parler directement, moi, c'est Léandre Proust sur Facebook. J'accepte, c'est un compte, on va dire pro-perso, il y a un peu les deux. Ouais. Donc, j'accepte plus ou moins tout le monde. Et puis, sinon, si ça vous concerne juste Clash of Deck, il y a des groupes Facebook, Clash of Decks et Clash of Deck francophone sur Facebook également. Et il y a un Discord qui est en sommeil, qu'il faudrait que je réveille, qui Non, non, il est existe. pas en sommeil, hein. Moi, je suis Si, il dessus, hein. n'est pas en sommeil? Ok. Non, non, Ok. il est là. C'est juste, ça parle un peu moins parce qu'on attend la suite, mais il est là. C'est ça. En fait, là, on est sur une période creuse parce qu'on est entre la fin du Kickstarter qui s'est passé il y a quelques mois et la livraison des backers qui aura lieu le mois prochain. Donc là, on Tout est arrive. très, on n'a pas beaucoup de temps pour communiquer en ce moment. On est beaucoup avec Adeline sur la préparation des enveloppes parce que on a beaucoup de plis à préparer pour honorer la commande des backers Et on peut d'ici aussi sans doute fin te septembre. suivre, ou en tout cas les aventures de Clash of Decks et toi-même sur le site Gram Édition. Oui, bien sûr. Alors, il y a Gram Edition, c'est le site de notre maison d'édition. Et il y Mhm. a également clashofdex.com Ah, ok. qui est en construction et qui sera normalement en ligne, je pense, tout début septembre. Il Voilà. devait être en ligne en août, mais on a été un peu débordé. Donc là, on est en train de. En fait, c'est un site sur lequel il y aura toutes les règles dans toutes les langues et essentiellement au début ça, et puis d'autres contenus qui sont apportés au fur et à mesure. Voilà, eh ben, c'est quand même pas mal. Merci Léandre. Je trouve qu'on a fait un bon tour là Avec plaisir. du transmédia, de ton évolution. On a pas mal échangé. Merci au chat d'avoir été là. Merci aux gens d'être restés parce que vous êtes encore là. Et ne partez pas trop vite. Alors là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une heure et demie, ouais, une heure et demie de pause. On reprend à 14 heures. Ça vous laisse le temps d'aller manger. Et à 14 heures, ben moi je vous retrouve, ben oui, votre humble serviteur est toujours là avec vous, pour ben, la suite de la protozone, des rencontres avec les auteurs. Donc je trouve que c'est pas mal, c'est des bons parallèles et des bons liens avec tout ce qu'on vient de dire. On a parlé de game design, ben, on va aller un peu plus en profondeur justement dans la rencontre de la protozone. Protozone qui est aussi disponible, toutes les personnes que je vous ai présentées hier et qui vous ont peut-être intéressé, eh bien n'hésitez pas à aller jouer à leur jeu que je vous ai présenté hier, ils sont là aujourd'hui de 13 à 19 heures. Donc eux, ils sont là un petit peu avant, ils sont là un petit bien après, parce que moi, je fais un live que de 14 à 16 heures. Mais donc, du coup, je vous invite vraiment à venir sur le Discord. Vous avez le QR code qui est disponible un peu partout. Mais donc, vraiment, ramenez-vous parce que ça peut être super cool. On peut jouer à des nouveaux jeux. Vous pouvez donner votre avis. C'est des futurs jeux qui vont être édités ou peut-être pas. On te remercie pour l'émission parce que quelqu'un trouvait ça très intéressant. Donc, ça, c'est cool. Merci parce que c'est toujours bien. On n'est jamais trop sûr quand on fait ce genre d'émission et qu'on fait une discussion. Moi, je pourrais parler avec Léandre pendant des heures et sans savoir si ce qu'on a dit a pu plaire à quelqu'un ou pas. Ce sera en rediffusion sur YouTube, donc ce sera peut-être l'occasion de le repartager. Et moi, je le repartagerai vu qu'il y a du teasing. Ah, donc c'est intéressant en plus. Un peu. Un petit peu. Et puis même, je trouve que c'était vraiment une chouette émission à pouvoir partager avec toi. Donc encore une fois, merci. Suivez-nous sur tous les réseaux Plaisir. sociaux, Instagram, Facebook, le hashtag BGF 2021. Vous pouvez nous taguer. Bref, tout ça. Mais tout ça, ça nous donne de la vie. Je sais que je le redis à chaque fois, mais ça donne pas mal de vie. Et la vie reprend. Et ça fait du bien. Et même là, si on est en online, je trouvais important de garder quand même un peu de online pour ceux qui savent peut-être pas se déplacer, peut-être pas savoir venir au Bruxelles Game Festival. Ben moi, je suis là avec vous. Je vous accompagne depuis chez vous, directement depuis votre canapé peut-être. Léandre, un petit mot de la fin? Hein. Fin, ok. Du coup, ben moi, je vais Non, reprendre le merci. mot de la fin. Non, je vais quand même un peu plus sérieusement, merci à tous ceux qui étaient là pour nous suivre, merci à ceux qui vont trouver ça intéressant sur YouTube. Si vous avez des questions sur Clash of Deck ou sur le game design en général, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo YouTube lors de la rediff, ou sinon à venir me parler sur Facebook. Il n'y a pas de problème, je répondrai aux questions s'il y en a. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon appétit. Bisous, bye bye.